Elle est mentalement malade. Ma mère a hurlé à travers la salle d'audience, son doigt pointé vers moi comme un pistolet chargé. Je suis resté assise là en silence, lissant le tissu de mon blazer, observant la veine dans son cou palpiter de rage. Toute la salle retenait son souffle. Le juge, un homme qui avait passé la dernière heure à examiner les preuves avec une expression ennuyée, a lentement enlevé ses lunettes. Il s'est penché en avant, ses yeux se fixant sur l'avocat arrogant de ma mère. Le silence qui a suivi était assez lourd pour broyer des os. Le juge a demandé calmement, « Avez-vous vraiment aucune idée de qui elle est ?» L'avocat s'est figé au milieu de sa phrase. Le visage de ma mère est passé d'un rouge furieux à un blanc cadavérique. « Attendez. Quoi ?» a-t-elle bafouillé. Le marteau est tombé avec un bruit semblable à un coup de tonnerre. Mais dans mon esprit, il sonnait exactement comme le bruit sourd et lourd du cercueil de mon père se refermant il y a 6 mois. C'était le moment où tout a changé. C'était le moment où j'ai cessé d'être la fille qu'il tolérait et où je suis devenue la femme qu'il craignait. Je m'appelle Zara et à 32 ans, j'ai appris que les couteaux les plus tranchants ne se trouvent pas dans un tiroir de cuisine, mais dans les mots des personnes qui sont censées vous aimer. Avant de vous raconter comment j'ai mis ma propre famille à genoux dans une salle d'audience, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous si vous avez déjà été le mouton noir qui s'est révélé être le loup. Parce que cette histoire n'est pas seulement une histoire de vengeance. Elle parle du prix de la dignité. Tout a commencé le pire jour de ma vie. Le jour où nous avons enterré mon père, Otis. Le ciel au-dessus d'Atlanta était d'un violet meurtri menaçant une pluie qui refusait de tomber. L'air à l'intérieur du funérarium était épais de l'odeur de lys et de parfums coûteux, un mélange suffocant qui me donnait la nausée. Je me tenais dans un coin de la salle de veillée en essayant de me faire aussi petite que possible. Je portais un tailleur noir que j'avais acheté dans un magasin de seconde main il y a 3 ans. Il était propre et repassé, mais le tissu était légèrement usé au coude. Je n'avais pas acheté de nouveaux vêtements depuis des années, non pas parce que je ne pouvais pas me le permettre, mais parce que ma famille ne méritait pas encore de voir la vérité. J'ai regardé mon père allongé dans le cercueil en acajou. Il avait l'air paisible, contrairement aux dernières années de sa vie où le stress avait creusé de profondes rides sur son visage. Il était la seule personne dans cette famille qui m'avait jamais regardé avec gentillesse. Maintenant qu'il était parti, j'étais seul dans un bassin de requins. Eh bien, regardez ce que le chat a ramené. La voix était tranchante, dégoulinante de mépris. Je me suis retourné et j'ai vu ma sœur Bianca. Elle avait 35 ans et avait l'air de sortir tout droit d'un magazine de mode. Elle portait une robe Chanel noire sur mesure qui coûtait probablement plus que ma première voiture. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère et parfait, et son maquillage était impeccable, sans la moindre trace de larmes. Elle m'a regardé de haut en bas, ses yeux s'attardant sur mes talons éraflés. « Tu n'aurais pas pu faire un effort juste cette fois-ci » a sifflé Bianca en s'approchant pour que je sois la seule à entendre. « Tu as l'air de travailler pour le personnel du traiteur. » En fait, c'est une insulte au personnel. Ils ont de meilleurs uniformes. Tu n'as aucune honte, Zara? C'est l'enterrement de papa. Le sénateur vient. La presse est dehors et tu restes là à avoir l'air d'un cas de charité. Tu m'embarrasses. Tu embarrasses Brad. J'ai ouvert la bouche pour lui dire que papa ne s'était jamais soucié des marques, qu'il se souciait des personnes qui s'étaient réellement assises à son chevet à l'hôpital pendant qu'elle postait des selfies depuis un brunch à Buckhead. Mais avant que je puisse prononcer un mot, j'ai senti une poussée brutale sur mon épaule. C'était Mama Louise, ma mère. Elle était une vision de chagrin théâtral, portant un chapeau à large bord avec un voile qui ne cachait pas tout à fait ses yeux calculateurs. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle ne m'a pas demandé comment je tenais le coup. Elle a simplement utilisé son corps pour me bloquer la vue de l'entrée. « Va au fond, Zara » a-t-elle chuchoté durement, fixant un faux sourire sur son visage pendant qu'elle saluait un invité de l'autre côté de la salle. Ne reste pas près de l'avant. Le photographe prépare le portrait de famille près du cercueil. Nous avons besoin de Brad et Bianca au premier plan. Ce sont les histoires de succès. Ils sont le visage de cet héritage. Mais maman, je suis sa fille aussi, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Je veux lui dire au revoir. Tu as dit au revoir à l'hôpital, a claqué Mama Louise en saisissant mon bras et en pinçant la peau. Ne sois pas égoïste. Regarde cette salle. Ce sont des personnes importantes, des investisseurs, des politiciens. S'ils te voient debout là à avoir l'air d'une mendiante, ils penseront qu'Otis est mort ruiné. Nous avons une réputation à maintenir.
Maintenant, va au fond et aide le personnel à organiser les bouteilles d'eau. Rends-toi utile pour une fois dans ta vie. Elle m'a tourné le dos immédiatement, se précipitant pour saluer un conseiller municipal local avec un gémissement de chagrin qui semblait répéter. Ma poitrine s'est serrée. Je voulais crier. Je voulais arracher les arrangements floraux et dire à tout le monde que la veuve éplorée avait passé la matinée à s'inquiéter de son héritage, pas de son mari. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai avalé la bile qui montait dans ma gorge et je suis retourné dans l'ombre, comme je l'avais fait toute ma vie. C'est à ce moment-là que Brad est entré. Mon beau-frère, le garçon en or. C'était un grand homme blanc avec un sourire qui montrait trop de dents et des yeux qui ne souriaient jamais vraiment avec lui. Il portait un costume qui coûtait $5000 et une montre qui en coûtait 20 000. Il marchait avec la démarche d'un homme qui possédait les lieux, même si tout le monde savait qu'il avait épousé la réputation de mon père. Il m'a repéré près de l'entrée de service. Et, petite, a-t-il lancé, sans prendre la peine de baisser la voix. Il s'est approché, fouillant dans sa poche. Il a sorti un jeu de clés de voiture et les a agitées devant mon visage comme s'il taquinait un chien. J'ai garé la Mercedes à environ 3 pâtés de maison, a dit Brad en pressant les clés dans ma main réticente. Le parking des voituriers est plein, et je ne veux pas que la pluie tache la peinture si l'orage éclate. Cours et va me chercher mes cigarettes dans la boîte à gants, tu veux? Et déplace la voiture plus près de la sortie latérale. Je ne veux pas que Bianca mouille ses talons quand nous partirons. J'ai fixé les clés dans ma main. Il me demandait de quitter l'enterrement de mon propre père pour faire une course. Il me traitait comme un voiturier. Brad, le service commence dans 5 minutes, ai-je dit, la voix basse. Ouais, et ça va être long et ennuyeux, a-t-il répondu en consultant sa montre coûteuse. Écoute, Zara, fais-le simplement. Ce n'est pas comme si tu avais autre chose à contribuer aujourd'hui, n'est-ce pas? Sois une joueuse d'équipe. Nous sommes tous stressés. Il n'a pas attendu de réponse. Il m'a tapoté la joue, un geste condescendant et humiliant, et s'est détourné pour serrer la main d'un banquier, riant bruyamment à quelque chose que l'homme avait dit. Je suis resté là, serrant les clés de métal froid, regardant ma famille prendre place au premier rang. Mama Louise sanglotait dans un mouchoir en dentelle, s'appuyant sur Bianca pour se soutenir. Bianca avait l'air stoïque et élégante, tenant la main de Brad. Ils avaient l'air d'une dynastie endeuillée parfaite. Et moi, j'étais laide, la tache invisible qu'ils essayaient d'effacer. J'ai serré les clés jusqu'à ce que le métal morde dans ma paume. Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que j'étais brisé. Ils pensaient que je n'étais rien de plus que la déception de la famille. Ils n'avaient aucune idée que la femme debout au fond de la salle, tenant les clés d'une Mercedes qu'elle pouvait acheter 10 fois, dressait une liste. Et le nom de chacun d'eux y figurait. Je me suis retourné et je suis sorti par la porte, non pas pour aller chercher ces cigarettes, mais pour passer le premier appel qui ferait s'effondrer leur château de cartes. 3 jours après avoir enterré mon père, nous nous sommes réunis dans la salle de conférence stérile de Henderson et Associés. L'air sentait le polish au citron et l'argent ancien. Je me suis assise à l'extrémité éloignée de la table en acajou pendant que Mama Louise, Bianca et Brad se regroupaient à la tête, ressemblant à un conseil d'administration prêt à prendre hostilement le contrôle d'un stand de limonade. Monsieur Henderson, un homme qui avait été l'avocat de mon père pendant 30 ans, avait l'air mal à l'aise. Il continuait à me regarder par-dessus le bord de ses lunettes, ses mains tremblant légèrement pendant qu'il brisait le seau de l'enveloppe. Il s'est raclé la gorge et a commencé à lire. Le testament datait de 10 ans. Je n'ai pas bronché. Je savais que cela arriverait. Papa avait toujours eu l'intention de le mettre à jour, mais la vie puis la maladie l'en avait empêché. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Monsieur Henderson a lu le jargon juridique standard, mais le point essentiel a frappé la salle comme un marteau. Mon père avait tout laissé, la maison à Buckhead, les comptes d'épargnés, le plus important, son âme à la cuisine à sa bien-aimée épouse, Louise. J'ai regardé ma mère, une veuve éplorée qui aurait dû avoir l'air soulagée d'être prise en charge. Mama Louise avait simplement l'air victorieuse. Elle a laissé échapper un soupir dramatique, se tenant la poitrine comme si le poids de la fortune était trop lourd à supporter. Puis, sans sauter un battement, elle s'est tournée vers l'homme assis à côté d'elle. « Brad, chéri », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle. « Je ne peux absolument pas gérer tout cela. Mes nerfs sont brisés. Je veux que tu prennes le relais. Je veux signer une procuration en ta faveur immédiatement. Tu es un homme d'affaires. Tu comprends comment ces choses fonctionnent.
Monsieur Henderson a froncé les sourcils. Madame Jenkins, êtes-vous sûre? Le restaurant est une opération complexe et Zara ici a en fait? Mama Louise l'a coupé d'un geste de la main. Zara, s'il vous plaît, Monsieur Henderson, regardez-la. C'est une décrocheuse. Elle n'a jamais eu un vrai emploi de sa vie. Si je donne les comptes à Zara, nous serons en faillite d'ici Noël. Non, Brad est le seul ici avec l'intellect pour gérer un héritage de cette ampleur. C'est un vrai homme d'affaires. Il sait comment faire fructifier l'argent. Zara ne sait que le dépenser. Elle m'a fusillé du regard, attendant une réaction, attendant que je supplie. J'ai simplement croisé les mains sur mes genoux. Le silence dans la salle était assourdissant. Brad a ajusté sa cravate, essayant d'avoir l'air humble, mais échouant lamentablement. La cupidité dans ses yeux était si puissante que je pouvais presque la sentir. Je serais honoré, Mama Louise, a dit Brad en sortant un stylo de la poche de son costume. Je promets de traiter l'héritage d'Otis avec le respect qu'il mérite. Nous devons moderniser. Nous devons réduire les coûts. Il a signé les papiers là, sur la table. À ce moment-là, ma mère a remis les clés du royaume à un loup, convaincu qu'elle les donnait à un berger. J'ai regardé Monsieur Henderson. Il m'a fait un signe de tête à peine perceptible. Il savait. Je savais. Mais le moment de parler n'était pas encore venu. Je devais d'abord les laisser se pendre eux-mêmes. Ce soir-là, l'humiliation est passée de la salle de réunion à la salle à manger. Nous nous sommes réunis à la table familiale pour le premier dîner depuis l'enterrement. L'atmosphère était festive pour tout le monde sauf pour moi. Mama Louise avait commandé des steaks chez un boucher haut de gamme, et l'odeur de viande saisie remplissait la salle. Brad était assis à la tête de la table, à la place de mon père. Cela me retournait l'estomac. Bianca rayonnait, parlant de la façon dont ils allaient redécorer la maison maintenant que l'énergie morose avait disparu. Mama Louise hochait la tête, coupant son steak en morceaux parfaitement proportionnés. Et puis il y avait mon assiette. Pendant qu'il festoyait de côtes de bœuf et de purée de pommes de terre à la truffe, je regardais un bol de soupe de légumes. C'étaient des restes de la réception funéraire. Froid, clair et insultant. Je ne me rendais pas compte que nous rations la nourriture, ai-je dit calmement en remuant le bouillon. Mama Louise n'a même pas levé les yeux. Ne sois pas ingrate, Zara. Les steaks sont chers. Brad et Bianca travaillent dur pour sécuriser notre avenir. Tu vis ici gratuitement. Nous devons réduire les coûts quelque part, et comme tu ne contribues rien à ce foyer, tu peux manger ce qui est disponible. Brad a gloussé, prenant une gorgée de vin rouge plus vieux que moi. Tu sais, en parlant de coûts, j'ai regardé les chiffres du restaurant. Quel désastre. Otis était un grand cuisinier, bien sûr, mais un terrible homme d'affaires. L'endroit perd de l'argent. C'est un fouillis dépassé. La décoration est coincée dans les années 90. Le menu est trop lourd et le personnel est payé beaucoup trop cher. Nous devons le vider. Il a tranché son steak avec une précision agressive. J'ai serré ma cuillère. Il parlait de personnes qui avaient travaillé pour mon père pendant 20 ans. Miss Etta en cuisine. Le vieux Jenkins le concierge. Ils étaient de la famille. Tu ne peux pas simplement licencier tout le monde, Brad, ai-je dit, la voix ferme malgré la colère qui bouillonnait dans mes veines. Ce restaurant est le cœur de la communauté. Ce n'est pas seulement une question de marge bénéficiaire. Brad a arrêté de mâcher. Il m'a regardé avec un mélange de pitié et d'amusement. Tu vois, c'est pour ça que tu es assise là à manger de la soupe, Zara. Tu penses avec ton cœur, pas avec ta tête. Les affaires ne sont pas une œuvre de charité. Mais puisque tu es si préoccupé par l'emploi, j'ai une proposition pour toi. Il s'est essuyé la bouche avec une serviette en lin et s'est adossé, occupant l'espace avec une arrogance qui rendait la salle plus petite. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour aider au nettoyage. Nous licencions l'équipe de nettoyage actuelle pour économiser de l'argent. Si tu veux gagner ta vie, je suis prêt à t'embaucher. Il a fait une pause pour l'effet, échangeant un sourire narquois avec Bianca. Comme femme de ménage, au salaire minimum, en espèces sous la table, pour que tu n'aies pas à te soucier des impôts. Tu peux frotter les sols et sortir les poubelles. Ça correspond à tes compétences, n'est-ce pas? Puisque tu as quitté Harvard, je suppose que le travail manuel est tout ce pour quoi tu es qualifié. Considère cela comme ma charité envers la petite sœur de ma femme. Bianca a gloussé. Oh,
Brad, c'est tellement généreux de ta part. Tu as entendu ça, Zara? Il te donne une chance d'avoir enfin un emploi. Tu devrais dire merci. J'ai regardé les trois. Ma mère indifférente et cruelle. Ma sœur mesquine et vindicative. Et Brad, l'étranger qui pensait qu'il venait de gagner à la loterie. Il s'attendait à ce que je pleure. Il s'attendait à ce que je lui jette la soupe au visage. Il voulait une réaction qui prouverait que j'étais l'échec émotionnel instable qu'il prétendait que j'étais. Au lieu de cela, j'ai pris ma cuillère et j'ai bu une gorgée de la soupe froide. Elle avait un goût d'eau de vaisselle, mais je l'ai avalée. Merci, Brad, ai-je dit, ma voix complètement dépourvue d'émotion. Je vais y réfléchir. Brad a ri bruyamment, tapant sur la table. Voilà l'esprit. Tu vois, elle connaît sa place. Passe le vin, Bianca. Portons un toast à la nouvelle direction. Ils ont trinqué leur verre, le cristal résonnant dans l'air vide. J'ai regardé le vin rouge tourbillonner dans les coupes, ressemblant étrangement à du sang. Ils célébraient leur victoire. Ils célébraient ma défaite. Mais pendant que j'étais assise là, invisible en pleine vue, je ne pensais pas à frotter les sols. Je pensais à la clause dans les statuts de l'entreprise d'Otis Soul Kitchen que mon père et moi avions rédigée il y a 5 ans. Une clause que Brad aurait vue s'il s'était donné la peine de faire la due diligence au lieu de simplement compter les dollars potentiels. Il pensait qu'il embauchait une femme de ménage. Il n'avait aucune idée qu'il déclarait la guerre à la PDG. Bon appétit pour ton steak, Brad. Ce pourrait être le dernier bon repas que tu mangeras pendant longtemps. Une semaine plus tard, la maison sur Island Avenue ne ressemblait plus à la maison où j'avais grandi. Elle ressemblait à un territoire occupé. Brad et Bianca avaient emménagé avec la subtilité d'une équipe de démolition. Leurs cartons bordaient les couloirs, bloquant les photos de mes ancêtres. L'odeur du tabac à pipe de mon père et du pot pourri à la lavande de ma mère avait disparu, remplacée par l'odeur chimique de la peinture fraîche et du parfum overpowering de Brad. Ils prétendaient qu'ils emménageaient pour s'occuper de Mama Louise, mais cela ressemblait davantage à une prise de contrôle hostile. Je suis rentré d'une longue journée de réunions. Des réunions où j'étais la PDG, la décideuse, la personne que tout le monde écoutait. Mais au moment où j'ai mis le pied sur le porche, j'ai dû me replier dans le rôle de la sœur indésirable. J'étais en train de déverrouiller la porte d'entrée quand je l'ai vue. Un tas de sacs poubelles noirs et de cartons empilés de manière désordonnée sur le trottoir, attendant le camion à ordures. Quelque chose dans la forme des cartons m'a retourné l'estomac. Je me suis approché, le cœur battant contre mes côtes. Posé sur un sac exposé à l'air humide d'Atlanta se trouvait un disque vinyle. Ce n'était pas n'importe quel disque. C'était un pressage original de Blue Train de John Coltrane, la possession la plus précieuse de mon père. J'ai laissé tomber mon sac à main et j'ai couru vers le trottoir, déchirant les cartons. Mes mains tremblaient pendant que je sortais album après album. Miles Davis, Thelonious Monk, Billie Holiday. C'était son âme. C'était la collection qu'il avait mis 40 ans à construire. La musique qui remplissait notre maison tous les dimanches matins. Il les jetait comme des ordures. Et, ai-je crié, le son s'arrachant de ma gorge, brute et désespérée. Qu'est-ce que vous faites? La porte d'entrée s'est ouverte. Brad est sorti en tenant une bière artisanale, ayant l'air agacé que sa soirée soit interrompue. Bianca l'a suivi, se limant les ongles. Détends-toi, Zara, a dit Brad en prenant une gorgée de sa bière. Nous faisons juste du désencombrement. La maison est pleine de vieux trucs. Si nous voulons vendre cet endroit au meilleur prix ou même simplement y vivre confortablement, nous devons moderniser. Ces vieux vinyles poussiéreux occupent la moitié du salon. Personne n'écoute plus ça. C'est déprimant. Déprimant, ai-je suffoqué, serrant l'album de Coltrane contre ma poitrine. Cette collection vaut des milliers de dollars, Brad. Mais ça n'a pas d'importance. C'était à papa. Tu ne peux pas simplement les jeter. Regarde-moi faire, a ricané Brad. Il est descendu des marches et a donné un coup de pied dans un des cartons. Un craquement écœurant de vinyle cassé a rempli l'air. C'est ma maison maintenant. Je décide ce qui reste et ce qui part. Et franchement, ces ordures sentent le vieux. J'ai vu rouge. Je n'ai pas réfléchi. J'ai simplement réagi. Je me suis élancé pour attraper le carton qu'il était sur le point de frapper à nouveau. J'essayais de sauver le seul morceau de mon père restant dans cette maison. N'ose pas toucher à ça, ai-je crié en repoussant sa jambe.
Soudain, une douleur vive et brûlante a explosé sur mon visage. Ma tête a claqué sur le côté. J'ai reculé en trébuchant, manquant presque de lâcher le disque. Le silence qui a suivi était lourd et résonnant. J'ai levé les yeux et j'ai vu Bianca debout là, la main encore levée, le visage tordu dans une rage laide. Elle m'avait giflé fort. « Ne touche plus jamais à mon mari », a-t-elle sifflé en se plaçant entre moi et Brad comme un chien de garde. « Tu as de la chance que nous te laissions même rester ici. Tu n'as pas à dicter comment nous décorons notre maison. Ces vieux disques poussiéreux ruinent l'esthétique. J'essaie de créer une ambiance minimaliste et cette situation de thésaurisation déclenche mon anxiété. » « Ton anxiété ?» ai-je chuchoté en touchant ma joue brûlante. « Bianca, c'est l'histoire de papa. C'est des ordures. » Bianca a hurlé, sa voix se brisant. « Tout comme toi, ça ne fait que prendre de la place. Maintenant rentre avant que les voisins te voient agir comme une folle et laisse les ordures où elles sont. Le camion passe demain matin. » Je suis resté là, des larmes de rage piquant mes yeux. Je voulais me battre. Je voulais leur faire mal physiquement. Mais je savais que si je le faisais, ils appelleraient la police. Ils me peindraient comme l'agresseur. J'ai regardé les disques cassés, puis leur visage suffisant. J'ai réalisé alors que sauver les objets physiques était impossible, mais je les ferais payer pour chaque fissure dans ce vinyle. Je suis passé devant eux la tête baissée, serrant l'unique album que j'avais réussi à sauver. Je suis allé directement dans ma chambre, verrouillant la porte derrière moi, mon sanctuaire, le seul endroit dans cette maison qui était encore à moi. Ou du moins, c'est ce que je pensais. 1 heure plus tard, il y a eu un coup sec à ma porte. Il n'a pas attendu de réponse. La porte s'est ouverte en grand, révélant Mama Louise. Elle ne tenait pas de poche de glace pour mon visage. Elle ne venait pas s'excuser pour la violence de Bianca. Elle tenait un porte-document. « Zara, nous devons parler », a-t-elle dit, sa voix froide et professionnelle. Elle est entrée dans ma chambre et a regardé autour d'elle d'un œil critique comme si elle mesurait la superficie. Brad et Bianca font de grands sacrifices pour être ici. Elle a commencé sans même me regarder. Bianca a un travail très stressant. Être influenceuse exige beaucoup de clarté mentale. Elle a besoin d'un espace pour se détendre, d'un sanctuaire. J'étais assise sur mon lit en tenant toujours la pochette du disque. Elle a la chambre principale, maman. Elle a la chambre d'amis. Elle a toute la maison. Ce n'est pas assez. Mama Louise a claqué. Elle a besoin d'un espace dédié pour son yoga et sa méditation. Et l'éclairage dans cette pièce est parfait pour sa création de contenu. Il donne à l'est. J'ai senti une peur froide s'installer dans mon estomac. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu dois déménager de cette chambre, a-t-elle dit enfin en me regardant. Ses yeux étaient vides de toute chaleur maternelle. Nous transformons ça en studio de bien-être pour Bianca. Déménager où, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Le sous-sol est presque fini, a-t-elle dit en agitant la main de manière dédaigneuse. C'est privé. Tu aimes la vie privée, n'est-ce pas? Tu as toujours été une solitaire. D'ailleurs, il fait plus frais en bas en été. Ça te convient. Tu as toujours été plus heureuse dans l'ombre. Le sous-sol, c'était une boîte en béton sans fenêtre où nous stockions les décorations de fête et les vieux meubles. Ça sentait la terre humide et la négligence. C'était un donjon. Tu veux que je vive dans la cave pour que Bianca puisse avoir une salle de yoga, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Ne sois pas dramatique, Zara, a-t-elle dit en se tournant pour partir. C'est un toit au-dessus de ta tête, ce qui est plus que ce que tu mérites, étant donné que tu ne contribues absolument rien aux finances de ce foyer. Brad est généreux de ne pas te faire payer de loyer. Fais sortir tes affaires d'ici demain midi. Bianca a un décorateur qui vient à 13h. Elle a claqué la porte. Je suis resté assise dans l'obscurité qui s'installait. La gifle sur ma joue palpitait encore, mais la douleur dans ma poitrine était pire. Il m'enlevait tout. Le souvenir de mon père, ma dignité, mon espace physique. Il me poussait vers le bas, littéralement et métaphoriquement, dans la terre. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant le tas de disques sur le trottoir. Il pensait qu'il m'enterrait. Il pensait qu'en me poussant dans le sous-sol sombre et humide, il me réduirait au silence. Il me ferait disparaître. J'ai fait mes valises cette nuit-là. Je n'ai pas dormi.
J'ai descendu chaque objet que je possédais par les escaliers en bois grinçant jusqu'à la pièce froide en béton. J'ai installé mon lit à côté de la chaudière. J'ai disposé mon petit bureau dans le coin sous l'unique ampoule clignotante. Quand j'ai eu fini, je me suis assise sur le bord du matelas et j'ai sorti mon téléphone secret. Le signal était faible ici, mais c'était suffisant. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai regardé les chiffres. Puis j'ai ouvert le dossier marqué « Cible d'acquisition ». Il me voulait dans le noir. Très bien. Je travaille mieux dans le noir. Je construirai mon empire depuis ce sous-sol. Et quand j'émergerai, je ne serai pas la fille qu'il reconnaissait. Je serai le propriétaire qu'il ne pourrait pas se permettre. J'ai envoyé un texto à mon avocat avec une seule ligne, accélère l'achat de la dette. Il était temps de resserrer le nœud coulant. 2 jours plus tard, Brad a convoqué ce qu'il appelait un sommet stratégique familial dans le salon. Il avait installé un chevalet portable avec des graphiques et des diagrammes bloquant la vue de la cheminée où mon père faisait rôtir des châtaignes chaque Noël. Mama Louise était assise au centre du canapé comme une reine attendant le tribut pendant que Bianca se prélassait dans le fauteuil en faisant défiler son téléphone. On ne m'a pas offert de siège. Je me tenais près de la porte, appuyé contre le cadre, me sentant plus que jamais comme une intruse dans ma propre maison. Brad a tapoté un graphique avec un pointeur laser, un point rouge dansant sur une projection du quartier. Il portait un nouveau costume plus tranchant que le précédent, et son énergie était maniaque. Il ressemblait à un requin qui venait de sentir le sang dans l'eau. Voici l'avenir, a-t-il annoncé, sa voix retentissante. J'ai été en pourparlers avec Titan Développement Group toute la semaine. Il cherche à acquérir des propriétés dans le quartier pour un nouveau complexe de condominium de luxe. Et devinez quoi se trouve juste au milieu de leur plan proposé. Il a fait une pause pour l'effet dramatique, souriant à Mama Louise. Otis Soul Kitchen. Mama Louise s'est redressée, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, Brad? Ça signifie, a dit Brad en cliquant sur un bouton pour révéler une nouvelle diapositive avec un seul chiffre massif, qu'il nous offre 5 millions de dollars pour le terrain. Pas l'entreprise, juste le sol sur lequel il se trouve. 5 millions de dollars. La salle est devenue silencieuse. J'ai senti le sang quitter mon visage. 5 millions de dollars, c'était beaucoup d'argent, assez pour faire tourner les têtes, assez pour faire oublier aux gens qui ils étaient. Bianca a suffoqué, couvrant sa bouche. Mama Louise avait l'air sur le point de s'évanouir de pure extase. Oh mon Dieu, a chuchoté Mama Louise en pressant une main sur sa poitrine. 5 millions? C'est réel? C'est très réel, a dit Brad en ayant l'air suffisant. C'est une offre en espèces. Nous clôturons dans 30 jours. Nous démolissons cette horreur de restaurant, prenons le chèque et partons. Plus de frais généraux. Plus de problèmes avec les inspecteurs sanitaires ou les clients qui se plaignent. Juste du profit pur. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Je me suis éloigné du cadre de la porte et je suis entré dans la salle. Vous ne pouvez pas vendre, ai-je dit, ma voix ferme mais dure. Brad a levé les yeux au ciel et a soupiré, laissant tomber son pointeur laser sur la table. Nous y voilà. Je me demandais quand la galerie des spectateurs interviendrait. Ce restaurant n'est pas juste une horreur, Brad, ai-je dit en ignorant son insulte. C'est un monument historique dans cette communauté. Papa l'a construit de ses propres mains il y a 40 ans. Il a nourri les gens pendant les émeutes. Il a accueilli des réunions pour les droits civiques au sous-sol. C'est le seul endroit restant dans le quartier où les anciens peuvent encore obtenir un repas pour moins de 10 $. Vous vendez à un promoteur et ils vont construire des tours en verre que personne dans cette communauté ne pourra se permettre d'habiter. Vous effacez notre histoire pour un chèque rapide. Brad a ri. C'était un son sec et condescendant. Écoute-toi. Tu ressembles à un mauvais documentaire PBS. L'histoire ne paie pas les factures, Zara. La sentimentalité est un cancer pour l'accumulation de richesses. Il s'est approché de moi, envahissant mon espace personnel, me dominant de sa hauteur. Laisse-moi te demander quelque chose, a-t-il dit, sa voix baissant sur un ton condescendant. Sais-tu quel est le taux de capitalisation actuel du restaurant? As-tu la moindre idée de ce que ressemble l'EBITDA du dernier trimestre fiscal? Peux-tu même me dire le roi projeté si nous rénovions au lieu de vendre? Je l'ai fixé. Je connaissais exactement ces chiffres. Je savais que le taux de capitalisation était inférieur à la moyenne parce que mon père refusait d'augmenter les prix pour les seniors.
Je savais que l'EBITDA était sain mais pas astronomique parce que nous réinvestissions lourdement dans les avantages sociaux du personnel. Je savais tout cela parce que j'étais celle qui avait secrètement structuré la société holding pour absorber les pertes afin que le restaurant puisse rester ouvert, mais je ne pouvais pas le dire. Pas encore. Je ne le pensais pas. Brad a ricané quand je n'ai pas répondu immédiatement. Tu ne sais même pas ce que signifient ces acronymes, n'est-ce pas? Tu regardes ça avec émotion. Moi, je le regarde avec une littératie financière. Le restaurant perd du potentiel. C'est un actif mort. Titan Développement nous offre une porte de sortie que seul un idiot refuserait. Il m'a tourné le dos, me congédiant comme si j'étais un enfant qui ne comprenait pas comment fonctionne le monde. D'ailleurs, a-t-il ajouté en jetant un coup d'œil à Mama Louise, ce n'est pas ta décision à prendre. Cela appartient à ta mère, et je pense qu'elle sait ce qui est le mieux pour son avenir. Je me suis tourné vers ma mère. Elle fixait le chiffre sur le graphique. Ses yeux étaient voilés par la cupidité. Elle ne pensait pas à la communauté. Elle ne pensait pas aux employés qui perdraient leur emploi. Maman, s'il te plaît, ai-je supplié. Papa voulait que cet endroit fonctionne encore 40 ans. Il voulait que ce soit un héritage pour les petits-enfants. Tu ne peux pas simplement les laisser le démolir pour des condos. Mama Louise m'a enfin regardé. Son expression était glaçante. Il n'y avait aucun conflit dans ses yeux, seulement un calcul froid. Ton père est mort, Zara, a-t-elle dit, sa voix tranchante et définitive. Il est dans la terre. Il n'a pas à s'inquiéter de maintenir ce style de vie. Moi, si. Elle s'est levée et s'est approchée du graphique, traçant le chiffre 5 avec son doigt manucuré. Sais-tu combien de temps j'ai passé à sentir la graisse et les os non frits? Sais-tu combien de nuits je suis resté éveillé pour lui pendant qu'il frottait ses sols? Je détestais cet endroit. Je détestais son odeur. C'était son rêve, pas le mien. J'ai 60 ans, Zara. Je mérite de profiter du reste de ma vie. Mais c'est son héritage, ai-je chuchoté. Je suis son héritage, a-t-elle claqué. Et je choisis d'encaisser 5 millions de dollars. Sais-tu ce que je peux faire avec ça? Je peux enfin aller à Paris. Je peux voyager en première classe. Je peux acheter une villa en Toscane et ne plus jamais regarder un chou frisé. Elle s'est tournée vers Brad, rayonnante, vends-le, Brad. Vends tout. Je veux cet argent sur mon compte le mois prochain. Je vais commencer à regarder des catalogues ce soir. J'ai besoin d'une nouvelle garde-robe pour l'Europe. Bianca a applaudi. Je t'aiderai à faire du shopping, maman. Nous devons avoir l'air de l'emploi. Nous ne pouvons pas être vus à Paris avec les tendances de la saison dernière. Elles ont commencé à bavarder avec excitation sur les designers et les itinéraires de voyage, effaçant complètement les 40 ans de sueur et de sacrifices que mon père avait versés dans l'entreprise. Elle parlait de détruire l'œuvre de sa vie comme s'il s'agissait de se débarrasser d'un vieux canapé. Brad m'a regardé et a fait un clin d'œil cruel et victorieux. Tu as entendu la patronne, a-t-il dit. Nous vendons maintenant. Pourquoi ne serais-tu pas une bonne petite aide et ne nous ferais-tu pas du café? Nous avons beaucoup de planification à faire. Je les ai regardés une dernière fois. Ma mère qui avait échangé l'âme de son mari contre un billet d'avion. Ma sœur qui voyait la vente comme une virée shopping, et Brad, le parasite, qui orchestrait tout. Je me suis tourné et je suis allé à la cuisine, mais je n'ai pas fait de café. Je me suis appuyé contre le comptoir, prenant de profondes respirations régulières pour empêcher mes mains de trembler. Il pensait que j'étais vaincu. Il pensait que j'étais silencieuse parce que j'étais stupide. Il ne savait pas que Titan Développement Group, l'entreprise à laquelle Brad était si excité de vendre, était une filiale d'une plus grande firme, une firme appelée Phoenix Capital, ma firme. Brad négociait avec mes employés. Il suppliait de vendre l'héritage de mon père à moi, et il ne le savait même pas. J'ai sorti mon téléphone jetable et envoyé un texto à mon VP des acquisitions, accepte l'offre, mais ajoute une clause. Le vendeur doit présenter un titre propre sans aucun privilège ni charge dans les 48 heures suivant la clôture. J'ai remis le téléphone dans ma poche. Brad était tellement concentré sur les 5 millions qu'il avait oublié la deuxième hypothèque que ma mère avait secrètement contractée il y a 5 ans pour payer le mariage de Bianca. Une hypothèque qui était techniquement un privilège sur la propriété. Une hypothèque que j'avais achetée la semaine dernière. Il voulait jouer dur. Très bien. J'étais sur le point de leur montrer que je ne savais pas seulement ce que signifiait l'EBITDA,
je savais comment l'arme. L'encre sur la corde de cotation était à peine sèche quand Brad a transformé notre maison en un décor de scène. Il a engagé une entreprise de mise en scène pour remplacer les meubles confortables restants par des pièces modernes tranchantes qui avaient l'air bien, mais qui donnaient l'impression de s'asseoir sur des blocs de glace. La chaleur du foyer Otis avait disparu, remplacé par un showroom beige stérile conçu pour attirer les investisseurs haut de gamme de Titan Développement. Ce soir était l'acte final. Une soirée cocktail pour sceller l'accord. J'étais au sous-sol en écoutant les pas lourds au-dessus quand la porte s'est ouverte. Mama Louise est descendue les escaliers en portant un cintre enveloppé de plastique. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé les tuyaux exposés et a froncé les sourcils, se pinçant le nez. « Tiens », a-t-elle dit en me tendant le cintre. « Mais ça. » J'ai retiré le plastique. C'était une robe noire avec un col blanc. Un uniforme. Un uniforme de femme de chambre. « Maman », ai-je dit en fixant le polyester bon marché. « Tu ne peux pas être sérieuse. » Ai-je l'air de plaisanter, Zara, a-t-elle répondu, sa voix tendue par le stress. Le personnel du traiteur manque d'une personne. Brad a licencié l'entreprise habituelle parce qu'il chargeait trop cher. Nous avons besoin de quelqu'un pour passer les amuse-gueules et garder les verres de champagne pleins. Je suis ta fille, ai-je dit en jetant l'uniforme sur mon lit étroit. Je ne vais pas servir tes invités en tenue de femme de chambre pendant que tu vends l'héritage de papa. Tu feras exactement ce que je dis, a-t-elle sifflé en s'approchant. Ses yeux étaient durs, dépourvus de toute douceur maternelle. Si tu veux continuer à vivre sous ce toit, tu gagneras ta vie. Et laisse-moi rendre une chose parfaitement claire. Ce soir, tu n'es pas Zara Jenkins. Tu es juste Zara, laide. Elle s'est penchée, son parfum écœurant et suffocant dans le petit espace. Si quelqu'un demande, tu es une parente éloignée que nous avons recueillie par pitié, ne dis à personne que tu es ma fille. Si tu leur dis que tu es mon enfant en ayant l'air comme ça avec ta vie d'échec, ils se moqueront de moi. Ils penseront que je ne sais pas élever un enfant. Je ne te laisserai pas m'embarrasser devant Titan Développement. Tu comprends? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cette femme se souciait plus de l'opinion d'étrangers que de la dignité de sa propre chair et de son sang. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais ce n'était pas mon esprit. C'était le dernier lien de loyauté que j'avais envers elle. Très bien, ai-je dit froidement. Je porterai la robe. 30 minutes plus tard, je marchais dans le salon avec un plateau d'argent de petits gâteaux au crabe. La salle était remplie d'hommes en costume sombre et de femmes en robe de cocktail, leur rire sonnant faux contre les murs. Brad était dans son élément, tenant court près de la cheminée, un verre de scotch dans une main, gesticulant sauvagement pendant qu'il charmait les représentants de Titan. Je me déplaçais à travers la foule comme un fantôme, invisible, silencieuse. J'offrais de la nourriture à des personnes qui ne regardaient même pas mon visage en la prenant. Eh bien, bonjour là. Une main a saisi mon poignet, m'arrêtant net. Je me suis retourné et j'ai vu un homme en costume gris, le visage rougi par l'alcool. C'était un des amis investisseurs de Brad, un homme nommé Monsieur Sterling. Il m'a regardé de haut en bas avec un rictus prédateur. Brad ne m'avait pas dit que l'aide était de cette qualité. Il a bredouillé, ses yeux s'attardant sur ma poitrine. Que dirais-tu de poser ce plateau et de me servir un vrai verre, chérie? Quelque chose de fort. Et peut-être que tu te joignes à moi sur la terrasse. Ça devient bondé ici. S'il vous plaît, lâchez mon bras, monsieur, ai-je dit en gardant la voix basse. Il a ri en serrant sa prise. Ne sois pas timide. J'achète cet endroit. Ça fait pratiquement de moi ton patron. Allez, fais-nous un sourire. Il m'a tiré plus près. L'instinct a pris le dessus. J'ai retiré mon bras avec force. Le mouvement a déséquilibré le lourd plateau d'argent. Il a basculé. Au ralenti, j'ai vu 3 flûtes en cristal de vin rouge glisser du bord. Elles se sont écrasées sur le devant du costume gris de Monsieur Sterling et se sont brisées sur le tapis blanc immaculé que Mama Louise venait d'acheter. Le bruit du verre brisé a réduit la salle au silence. La musique semblait s'arrêter. Monsieur Sterling est resté là, le liquide rouge foncé dégoulinant de ses revers, la bouche ouverte sous le choc. Espèce de salope stupide, a-t-il rugi en me repoussant en arrière. Brad était là en une seconde. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas vérifié si j'allais bien. Il a vu l'investisseur. Il a vu le tapis. Et il m'a vu.
Son visage s'est tordu en un masque de pure fureur non diluée. Il m'a saisi par la nuque, ses doigts s'enfonçant dans ma peau comme des griffes. Je suis vraiment désolé, monsieur Sterling. Brad a crié par-dessus son épaule en me forçant vers la cuisine. Nous paierons le costume. Tout le monde, veuillez continuer. Juste une maladresse du personnel. Il m'a traîné à travers les portes battantes dans la cuisine. Au moment où nous étions hors de vue, il m'a plaqué contre le comptoir. L'impact m'a coupé le souffle. Tu as tout gâché. Il a craché, son visage à quelques centimètres du mien. Tu l'as fait exprès. Tu essaies de saboter cet accord. Je n'ai pas. Ai-je haleté en essayant de le repousser. Il m'a touché. Il m'a saisi le bras. Menteuse. Brad a hurlé. Il a attrapé une poignée de mes cheveux et a tiré ma tête vers le bas. Avant que je puisse crier, il a enfoncé mon visage dans l'évier en acier inoxydable. Il a ouvert le robinet à fond. De l'eau glacée a martelé l'arrière de ma tête, remplissant mon nez et ma bouche. Je me suis débattu, griffant ses mains, la panique explosant dans ma poitrine. Je ne pouvais pas respirer. L'eau montait. Je me noyais dans mon propre évier de cuisine pendant que la musique jazz jouait dans l'autre pièce. Il m'a maintenu là pendant 10 secondes agonisantes, assez longtemps pour faire passer son message. Assez longtemps pour me faire sentir impuissante. Puis il m'a tiré vers le haut. J'ai haleté pour de l'air. De l'eau dégoulinant de mes cheveux, toussant violemment. Tu n'es rien, a chuchoté Brad, sa voix tremblant de rage. Tu es une tache sur cette famille. Nettoie ce désordre. Si je revois ton visage là-bas, je te tuerai. Il est sorti en trombe, ajustant ses boutons de manchette en partant. Je suis resté là à serrer le bord de l'évier, tremblant de manière incontrôlable. De l'eau s'étalait sur le sol autour de mes pieds. La porte de la cuisine s'est ouverte à nouveau. J'ai levé les yeux, espérant, priant que ce soit quelqu'un venant aider. C'était Mama Louise. Elle m'a regardé, frissonnant et trempé. Puis elle a regardé au-delà de moi à travers la porte battante vers la tache de vin sur le tapis du salon. Mon tapis, a-t-elle gémi, sa voix tremblant de détresse. C'était de la laine italienne, Zara. Ça coûtait $4000. Maman, il vient juste de. Ai-je bafouillé en montrant l'évier, des larmes se mélangeant à l'eau sur mon visage. Prends une serviette. Mama Louise a claqué, me fusillant du regard avec une haine pure. Pas pour toi, pour le sol. Et reste ici. Si tu nous coûtes cette vente à cause de ta maladresse, je te jetterai personnellement à la rue ce soir. Elle a tourné les talons et est retournée à la soirée, fixant un sourire sur son visage pendant qu'elle s'excusait auprès des invités pour l'aide incompétente. Je suis resté seul dans la cuisine froide. Mes cheveux dégoulinaient. Ma joue était meurtrie. Mon cœur battait un rythme contre mes côtes, mais ce n'était plus de la peur. C'était de la clarté. Il pensait qu'il m'avait brisé. Brad pensait que me noyer me rendrait soumise. Mama Louise pensait que me traiter comme une servante me ferait disparaître. J'ai essuyé l'eau de mes yeux. Je suis allé dans la petite salle de bain du personnel dans le coin et je me suis regardé dans le miroir. L'uniforme de femme de chambre était trempé. Mes yeux étaient rouges. Mais je n'étais plus Zara la victime. J'ai glissé la main dans la poche de mon tablier mouillé et j'ai sorti mon téléphone. Il était étanche. J'ai composé un numéro. Exécute la clause, ai-je chuchoté dans le téléphone, ma voix rauque mais ferme. Maintenant et envoie l'inspecteur sanitaire au restaurant demain matin. Je veux que chaque violation soit trouvée. J'ai regardé la porte de la cuisine. La soirée devenait plus bruyante. Ils célébraient leur avenir. Ils ne savaient pas que je venais de l'annuler. Le matin après la soirée cocktail, la maison sentait le champagne éventé et le regret. Mais pendant que Mama Louise et Bianca soignaient leur gueule de bois avec de l'eau au concombre et de l'aspirine, j'imprimais le dernier clou dans le cercueil de Brad. J'avais passé toute la nuit à effectuer un audit comptable médico-légal sur mon beau-frère. Ce n'était pas difficile. Pour un homme qui prétendait être un génie financier, son empreinte numérique était aussi désordonnée que les peintures aux doigts d'un enfant. Je suis entré dans le solarium où Mama Louise était assise. Elle avait l'air fragile, sa peau grise sans maquillage, fixant le jardin. Elle croyait qu'elle était sur le point de partir pour une villa toscane. Je tenais un dossier manie dans la main. Il contenait des relevés bancaires, des avis de privilèges de 3 États différents,
et un dossier de dette de jeu d'un casino à Atlantic City si élevé que mes yeux se sont mouillés. Maman, ai-je dit en gardant la voix douce. Nous devons parler. Pas du tapis, pas de la soirée, de Brad. Maman Louise a soupiré en se frottant les tempes. Zara, s'il te plaît. Ma tête éclate. Si c'est à propos d'excuses pour hier soir, garde-les. Je ne suis pas d'humeur à te pardonner encore. Ce n'est pas des excuses, ai-je dit en plaçant le dossier sur la table en verre devant elle. C'est un avertissement. Avant que tu signes ces documents de clôture avec Titan Développement, tu dois regarder ça. Brad n'est pas celui qu'il prétend être. Elle a regardé le dossier avec suspicion, mais avant qu'elle puisse le saisir, une ombre est tombée sur la table. Bianca se tenait là, portant un peignoir en soie, ayant l'air d'un spectre de fureur. « Qu'est-ce que tu fais » a claqué Bianca en arrachant le dossier avant que Maman Louise puisse le toucher. « Qu'est-ce que c'est que cette saleté ?»« Lis-le, Bianca, ai-je dit en tenant bon. Ton mari n'investit pas l'argent de la famille. Il le gaspille. Il doit 300 000 $ à des sites de paris sportifs en ligne. Il a maxé 3 cartes de crédit à ton nom. Et cette licence immobilière qu'il prétend avoir, elle a été révoquée il y a 2 ans pour fraude. » Bianca a feuilleté les pages. J'ai regardé ses yeux aller et venir. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu de la peur. J'ai vu la reconnaissance de la vérité, mais ensuite les murs du déni se sont refermés. Elle a ri. C'est éteint son aigu et strident qui m'a agacé les nerfs. « Tu es pathétique, » a dit Bianca en secouant la tête. Elle a regardé Maman Louise. « Maman, tu vois ça ?» Elle a passé toute la nuit à forger des documents. Elle les a imprimés sur un faux site pour piéger Brad. « Je n'ai rien forgé, » ai-je dit en m'approchant. « Regarde les dates, Bianca. Regarde les numéros de compte. Ce sont tes comptes. Ils te vident complètement. Si tu vends le restaurant, il ne va pas réinvestir l'argent. Il va l'utiliser pour payer des usuriers. »« Tais-toi » a hurlé Bianca. Elle a pris la pile de papier et l'a déchirée en 2. Puis elle l'a déchirée à nouveau. Elle a jeté les confettis de preuve à mon visage. « Tu es juste jalouse » a-t-elle crié, son visage tournant une teinte rouge laide. « Tu ne supportes pas que j'ai trouvé un homme qui réussit, qui est beau et qui m'aime. Tu es une échec solitaire et amère, Zara. Tu veux détruire mon mariage parce que tu sais que tu n'auras jamais ce que j'ai. »« Bianca, j'essaie de te sauver » ai-je insisté en ignorant les papiers qui pleuvaient sur moi. « Je n'ai pas besoin d'être sauvée de mon mari » a-t-elle craché. « J'ai besoin d'être sauvée de toi. Tu es un cancer dans cette maison. Brad est un visionnaire. C'est un génie investisseur. Il va nous faire des millions. Et toi? Tu es juste la bonne qui a renversé le vin. » Maman Louise a enfin parlé. Sa voix était faible, mais ses mots étaient mortels. « Zara, ça suffit. Tu as causé assez de problèmes. Arrête d'essayer d'empoisonner le bonheur de ta sœur avec tes mensonges. Brad n'a été que bon pour nous. Descends. Sors de ma vue. » J'ai regardé les deux. Ma mère volontairement aveugle, ma sœur protégeant férocement le parasite qui la tuait. Je leur avais donné le radeau de sauvetage. Je leur avais montré le trou dans le bateau et elles avaient choisi de se noyer. « Très bien » ai-je dit, ma voix dépourvue de toute chaleur. « Je n'en parlerai plus. Mais souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que j'ai essayé de te le dire. » Je me suis retourné et je suis parti. J'entendais Bianca marmonner que j'étais mentalement instable. En fermant la porte du sous-sol derrière moi, la descente dans le sous-sol était comme traverser une frontière entre 2 mondes. En haut était un monde de délire, de dettes et de fausses apparences. Ici, dans le silence frais et humide, était la réalité. Je me suis assise sur mon lit étroit et j'ai sorti un petit étui noir élégant de sous le matelas. À l'intérieur se trouvait mon téléphone satellite crypté et un ordinateur portable qui coûtait plus que la voiture de Brad. Le sous-sol était sombre, éclairé seulement par le mince rayon de lumière du puits de fenêtre. Mais quand j'ai ouvert l'ordinateur portable, l'écran a baigné mon visage d'une lueur bleue froide. J'en avais fini de jouer la victime. J'en avais fini d'être la petite sœur. J'ai pris le téléphone et composé un numéro que je connaissais par cœur. Ça a sonné une fois. « Davis » a répondu une voix profonde et professionnelle. « C'est moi » ai-je dit, ma voix baissant d'une octave, abandonnant le ton hésitant de Zara la fille et adoptant l'acier de Zara la PDG. « Madame Jenkins »
a répondu l'avocat instantanément. Nous attendions votre appel. La réunion familiale s'est bien passée? Ils ont rejeté les informations, ai-je dit en regardant une araignée ramper sur le mur en béton. Ils ont détruit les preuves. Nous passons à la phase suivante. Compris, a dit Davis. Tenons-nous toujours l'offre d'acquisition? Non, ai-je dit. Laissez-les penser que l'accord avance. Laissez-les penser qu'ils ont gagné. Mais je veux que tu actives l'achat du privilège sur la maison de Buckhead. Appelle la banque qui détient la note de la voiture de Brad et achète aussi cette dette. Et contacte le conseil d'urbanisme de la ville. Je veux m'assurer que quiconque achète le terrain du restaurant devra faire face à une enquête de préservation historique. Considère cela comme fait, a dit Davis. Et mademoiselle Jenkins, l'enquêteur privé a trouvé l'autre chose que vous aviez demandé. Le compte offshore que Brad cache à sa femme. Il est aux îles Caïmans. Bien, ai-je dit, un petit sourire froid touchant mes lèvres. Garde-le dans la chambre. Nous l'utiliserons pour le final. J'ai raccroché le téléphone. En haut, j'entendais les sons étouffés de Bianca riant, probablement en s'excusant auprès de Brad pour mon comportement fou. Ils célébraient leur victoire sur la sœur jalouse. Ils n'avaient aucune idée que la fille dans le sous-sol ne pleurait pas. Elle calculait. Ils voulaient vendre l'héritage familial. Très bien, mais ils allaient découvrir que quand on vend son âme au diable, il vaut mieux s'assurer que le diable n'est pas ta petite sœur. J'ai fermé l'ordinateur portable. L'obscurité est revenue, mais cette fois elle ne semblait pas solitaire. Elle semblait être une arme, et j'étais enfin prête à l'utiliser. La veille de Noël dans le foyer Jenkins était habituellement un moment de chaleur et de tradition, mais cette année l'air était épais d'une tension qu'aucune bougie parfumée à lapin ne pouvait masquer. Le salon était un sanctuaire d'excès. Brad avait insisté sur un sapin douglas de 3,60 mètres qui raclait le plafond, drapé de rubans dorés et de cristaux qui captaient la lumière du feu rugissant. C'était un beau spectacle pour une famille qui pourrissait de l'intérieur. Je suis assise sur une chaise pliante dans le coin, la seule place disponible pour moi après que Brad eut réarrangé les meubles pour mettre en valeur l'arbre. J'ai regardé pendant qu'ils échangeaient des cadeaux. C'était une performance mise en scène pour un public de 3. Bianca déchirait des boîtes de chaussures et de sacs de designer, poussant des cris de joie, pendant que Brad se tenait en arrière avec un sourire satisfait, sirotant son 3e eggnog. Puis est venu l'événement principal. Brad s'est levé, s'est raclé la gorge et a sorti une petite boîte en velours de sa poche. La salle est devenue silencieuse. Mama Louise a suffoqué, ses mains volant à sa bouche. Pour la femme qui a tout commencé, a dit Brad, sa voix dégoulinant d'une sincérité répétée. Pour la matriarche de cette famille, il a tendu la boîte à Mama Louise. Elle l'a ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un collier de diamants. Il était épais, lourd et scintillait avec une intensité qui frôlait l'agressif. Pour un œil non entraîné, c'était une fortune. Pour mes yeux, qui avaient passé les 5 dernières années à analyser les évaluations d'actifs et les biens de luxe pour des accords d'acquisition, cela semblait suspect. Le sertissage était trop tape à accent grave-l'œil, les pierres un peu trop troubles sous les lumières halogènes. Ça criait d'être de cartes de crédit, ou pire, du zirconia cubique haut de gamme passé pour du vrai. Oh, Brad. Mama Louise a respiré en le laissant attacher le métal froid autour de son cou. C'est magnifique. Tu n'aurais pas dû. Tu mérites le meilleur, a dit maman Brad en l'embrassant sur la joue. Et ne t'inquiète pas pour le coup. Les affaires marchent bien. J'ai regardé mon giron vide. Il n'y avait pas de boîte pour moi, pas même une carte. Je ne m'y attendais pas, mais l'exclusion délibérée piquait encore. C'était un message silencieux, tu n'appartiens pas ici. Tu ne fais pas partie de cette abondance. Mais les bijoux n'étaient que l'entrée. Brad a frappé dans ses mains, signalant que le vrai spectacle allait commencer. Ce n'est pas le seul cadeau que j'ai pour toi ce soir, a-t-il annoncé en regardant directement Mama Louise. J'ai travaillé le téléphone toute la semaine, et j'ai des nouvelles incroyables. J'ai trouvé un nouvel acheteur pour la propriété. Mama Louise a levé les yeux de son reflet dans le dos d'une cuillère. Un nouvel acheteur? Qu'est-il arrivé à Titan Développement? Titan nous sous-estimait. Brad a menti avec aisance. J'ai trouvé un groupe de capitaux privés de Dubaï. Ils offrent 6 millions de dollars en espèces. Mais il y a un hic. Il a fait une pause, laissant le chiffre flotter dans l'air. 6 millions, assez pour acheter la loyauté,
assez pour acheter le silence. Quel est le hic? A demandé Bianca, les yeux écarquillés. Ils veulent une possession immédiate, a dit Brad, son regard se déplaçant vers moi. Ils veulent commencer la démolition le 1er de l'année. Cela signifie que la maison doit être vide, complètement vide, d'ici demain matin. Demain, Mama Louise a froncé les sourcils. Mais Brad, c'est Noël. Où irons-nous? J'ai déjà réservé la suite présidentielle au Ritz-Carlton pour toi et Bianca pour le prochain mois jusqu'à ce que nous clôturions sur la villa. Brad l'a assuré. Tout est pris en charge. Service 5 étoiles, service en chambre, soins spa. Tu n'auras même pas à lever le petit doigt. Il a souri, un requin montrant ses dents. Mais l'accord est conditionné à ce que la propriété soit vide. Pas de locataires, pas de squatteurs. Les investisseurs sont très particuliers sur la responsabilité. La salle est devenue mortellement silencieuse. Ils se sont tous tournés pour me regarder. La squatteur, la responsabilité. Alors, a dit Mama Louise lentement, les rouages dans sa tête tournant. Nous devons partir. Brad a hoché la tête. Et Zara aussi. Je me suis levé, ma chaise pliante raclant bruyamment le sol en bois dur. Tu ne peux pas être sérieux, ai-je dit, ma voix tremblant. C'est la veille de Noël. Il pleut du verglas dehors. Tu me mets dehors ce soir. C'est strictement les affaires, Zara, a dit Brad en haussant les épaules. Je ne fais pas les règles. Les acheteurs veulent une remise propre. Si tu es encore ici demain, l'accord tombe à l'eau. Veux-tu vraiment être la raison pour laquelle ta mère perd 6 millions de dollars? J'ai regardé ma mère. C'était le moment, le test final. Sûrement, même elle, avec toute sa vanité et sa cupidité, ne jetterait pas sa propre fille à la rue au milieu d'une tempête hivernale. Maman, ai-je dit en suppliant avec mes yeux. Je n'ai nulle part où aller. Tous les hôtels sont réservés aux chers. Je n'ai pas de voiture. S'il te plaît, laisse-moi rester jusqu'au Nouvel An. Je resterai au sous-sol. Je ne ferai pas de bruit. Mama Louise a tripoté le collier que Brad venait de lui donner. Elle a regardé les pierres scintillantes. Puis elle m'a regardé. J'ai vu le calcul se produire en temps réel. Elle a pesé 6 millions de dollars et une suite au Ritz contre ma sécurité. Ce n'était même pas un concours. Tu as entendu Brad, a-t-elle dit, sa voix froide et détachée. Nous ne pouvons pas risquer l'accord. Tu es une fille pleine de ressources, Zara. Tu trouveras quelque chose. Pleine de ressources. J'ai fait un pas en avant. Maman, il fait 0 degré dehors. Tu choisis l'argent plutôt que moi encore une fois. Je choisis mon avenir, a-t-elle claqué en se levant. Je choisis la paix. Regarde-toi, Zara. Tu n'apportes que de l'énergie négative dans cette maison. Tu traînes dans le sous-sol à nous juger, à nous regarder de haut avec ton complexe de supériorité juste parce que tu lis des livres et que nous vivons dans le monde réel. J'en suis fatigué. J'en ai assez de me sentir coupable chaque fois que je te regarde. Elle s'est approchée du coin où ma seule valise cabossée était posée. Je l'avais préparée des jours plus tôt, anticipant le pire, mais je n'avais jamais pensé que cela arriverait comme ça. Elle a saisi la poignée. Pour une femme de 60 ans, elle se déplaçait avec une force surprenante alimentée par l'adrénaline et la cupidité. Elle a traîné la valise vers la porte d'entrée. « Maman, arrête !» ai-je crié en la poursuivant. Elle a ouvert la porte en grand. Une rafale de vent mordant et de grésil a soufflé dans le couloir chaud, éparpillant les aiguilles de pin sur le sol. Le monde dehors était un vide noir de pluie glacée. « Sors !» a-t-elle crié en jetant la valise en bas des marches avant. Elle a atterri sur le béton humide dans une flaque de neige fondue. Elle s'est retournée vers moi, bloquant la porte avec son corps. Elle ressemblait à un démon dans une robe de designer, son visage tordu par une vie de ressentiment. « C'est ma maison !» a-t-elle craché en pointant un doigt manucuré vers mon visage. La mienne, pas la tienne, pas le fantôme de ton père. La mienne. Je peux la vendre à qui je veux. Je peux vivre comme je veux. Et je ne veux pas de toi dedans. Va trouver un autre cas de charité à parasiter. J'en ai fini de t'élever. Mais maman, ai-je commencé, les larmes coulant enfin. Ne m'appelle pas comme ça, a-t-elle sifflé. Une vraie fille serait heureuse du succès de sa mère. Tu es juste un parasite. Maintenant va-t'en avant que j'appelle la police et qu'on te fasse enlever pour intrusion. Elle a saisi mon bras et m'a poussé.
J'ai trébuché en arrière, mes talons glissant sur le porche humide. J'ai attrapé la rampe juste à temps pour m'empêcher de tomber dans les escaliers. Le froid m'a frappé instantanément. Il a traversé mon chemisier fin, mordant dans ma peau comme 1000 aiguilles. Je suis resté là à frissonner, levant les yeux vers elle. « Joyeux Noël, Zara » a-t-elle dit, puis elle a claqué la porte. Le bruit du verrou tournant a résonné comme un coup de feu dans la rue silencieuse. Je suis resté là longtemps. La pluie glacée collait mes cheveux à mon visage. Mes vêtements étaient trempés en quelques secondes. J'ai descendu lentement les marches jusqu'à ma valise, la traînant hors de la flaque. Mes mains étaient engourdies, mais je le sentais à peine. J'ai regardé la maison. À travers la grande fenêtre en bail, je pouvais les voir. Brad versait du champagne. Bianca riait, rejetant la tête en arrière. Mama Louise touchait son collier, souriant au feu. Il trinquait. Il célébrait le retrait de l'obstacle. Il célébrait les 6 millions de dollars qu'ils pensaient venir. Ils avaient l'air si chauds, si heureux, si complètement inconscients qu'ils venaient de signer leur propre arrêt de mort. Je suis resté dans l'ombre du chêne que mon père avait planté en les regardant. La tristesse qui pesait sur ma poitrine depuis des mois a commencé à s'évaporer. Elle a été remplacée par quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid que la tempête de glace autour de moi. J'ai essuyé la pluie de mes yeux. J'ai arrêté de frissonner. J'ai redressé ma colonne vertébrale. Il me voulait dehors. Très bien. J'étais dehors et maintenant les gants étaient enlevés. J'ai glissé la main dans ma poche et sorti mon téléphone étanche. L'écran brillait fort dans l'obscurité. J'ai composé le numéro de Davis. « Joyeux Noël, mademoiselle Jenkins » a-t-il répondu, semblant surpris. « Tout va bien ? » « Tout est parfait, Davis » ai-je dit, ma voix ferme et calme. « Ils viennent juste de m'expulser. »« Je suis désolé de l'entendre » a-t-il dit. « Dois-je envoyer une voiture ?»« Oui » ai-je dit en fixant la fenêtre où Brad levait maintenant son verre au plafond. « Envoie la Maybach. Ramasse-moi au coin. »« Et Davis ?»« Oui, madame. Exécute l'achat de la filiale de Titan Développement Group ce soir. Je veux posséder l'entreprise qui achète cette maison d'ici demain matin et appelle la banque. Appelle pour le prêt sur le collier. »« Le collier ? » ?»« Oui, » ai-je dit en regardant Mama Louise épinglée dans la fenêtre. Brad l'a acheté à crédit en utilisant une carte liée au compte de l'entreprise. Le compte de l'entreprise qui est techniquement insolvable. Ce collier est un bien volé. Je veux que l'équipe de saisie les attende dans le hall du Ritz-Carlton quand ils s'enregistrent demain. Compris, a dit Davis. Autre chose ? Une dernière chose, ai-je dit en tournant le dos à la maison qui n'était plus mon foyer. Annule la réservation à l'hôtel Ritz. Mais mademoiselle Jenkins, Davis a hésité. C'est Noël. Tous les hôtels de luxe sont complets. Si nous annulons, ils n'auront nulle part où aller. Je sais, ai-je dit en marchant dans la rue sombre et humide, les roues de ma valise cliquant rythmiquement sur le trottoir. C'est le but. J'ai raccroché. Le vent hurlait autour de moi, mais je ne sentais plus le froid. Je me sentais puissante. Je me sentais libre. La victime était morte, laissée derrière sur ce porche glacé. La PDG était enfin arrivée, et elle n'était pas d'humeur à pardonner. 3 mois se sont écoulés dans un flou de silence. L'hiver à Atlanta a cédé la place à un printemps poussiéreux de pollen, et avec le changement de saison est venu un faux sentiment de paix. Je vivais dans un appartement en hauteur à Midtown, un endroit avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la ville. Je conquérais lentement le monde extérieur et spécifiquement ma famille. J'étais un fantôme. J'avais changé mon numéro de téléphone. Je les avais bloqués sur les réseaux sociaux. J'avais disparu dans l'éther, les laissant gérer les décombres de leur propre choix. Je passais mes matinées à boire un espresso et à regarder le lever du soleil, un contraste frappant avec le sous-sol humide où j'avais passé l'année précédente. Je n'avais parlé de cet endroit à personne. Mon nom n'était pas sur le bail. Il était détenu par une société écran. Pour Mama Louise et Brad, j'étais probablement en train de dormir sur le canapé d'un ami ou dans un refuge. Je préférais ça. Le silence fait commettre des erreurs aux personnes paranoïaques, et je comptais sur elle pour en faire une grosse. Elle est arrivée un mardi matin sous la forme d'un coup lourd à ma porte. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité. Un homme en coupe-vent froissé se tenait là tenant une épaisse enveloppe manille.
Il avait l'air ennuyé et sous-payé. Un huissier? J'ai ouvert la porte. Zara Jenkins, a-t-il demandé sans me regarder dans les yeux. Oui, ai-je répondu. Vous avez été assigné, a-t-il dit en me tendant l'enveloppe avant de partir sans un autre mot. J'ai fermé la porte et je suis allé à l'îlot de cuisine, le papier lourd ressemblant à une brique dans mes mains. Je savais que cela viendrait. Mon équipe chez Phoenix Capital avait surveillé les registres publics des tribunaux, attendant que le désespoir de Brad se manifeste en action légale, mais savoir que cela venait ne rendait pas le contenu moins exaspérant. J'ai déchiré le sceau et sorti la pile de documents. Les lettres en gras en haut de la première page me criaient dessus. Cour supérieure du comté de Fulton, demanderesse Louise Jenkins, défendresse Zara Jenkins. J'ai commencé à lire et un rire froid s'est échappé de mes lèvres. C'était un procès, une action civile pour dommages, mais les accusations étaient si créatives qu'elles appartenaient à un roman de fiction. Ma mère me poursuivait pour 500 000 $. La cause d'action était listée comme vol civil, maltraitance envers une personne âgée et détresse émotionnelle. J'ai tourné vers la déclaration des faits, mes yeux scannant les mensonges que Brad avait sans doute dictés à n'importe quel avocat louche qui l'avait convaincu de prendre l'affaire en contingence. Le procès prétendait que pendant mon temps à vivre dans la maison familiale, spécifiquement pendant ma résidence au sous-sol, j'avais systématiquement détourné des actifs familiaux. Il listait un inventaire détaillé d'objets qui avaient disparu au cours des 6 derniers mois. Le service à thé en argent sterling de grand-mère, les lampes anciennes Tiffany de la chambre d'amis, la collection de pièces rares que mon père gardait dans le coffre. Je me souvenais de ces objets disparaissants. Je me souvenais d'avoir demandé à Mama Louise à propos du service à thé et de sa réponse qu'elle l'avait envoyé pour polissage. Je me souvenais de Brad rentrant tard un soir sentant la sueur nerveuse en portant un sac de sport qui teintait du son du métal. Il les avait mis en gage. Il avait vendu notre histoire familiale pièce par pièce pour payer ses dettes de jeu. Et maintenant, dans un tournant de génie sociopathique, il me blâmait. Le récit qu'ils avaient tissé était écœurant. Il me peignait comme une sangsue amère et toxicomane qui avait volé sa mère en deuil pour financer un style de vie secret. L'expulsion la veille de Noël était présentée comme une mesure de protection nécessaire, une tentative désespérée d'une mère terrifiée pour retirer une criminelle de sa maison. Je me suis assise sur le tabouret de bar, sentant le sang battre dans mes oreilles. Ils essayaient de détruire ma réputation. Ils essayaient de me criminaliser. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi? 3 mois plus tard, j'ai trouvé la réponse agrafée au dos du procès. C'était une lettre de l'avocat de Brad, une offre de règlement. Elle était courte et directe. La lettre indiquait que Madame Jenkins était prête à abandonner le procès et à renoncer aux 500 000 $ de dommages si et seulement si je signais le document joint. J'ai déplié la pièce jointe. C'était un acte de renonciation rapide. Un acte de renonciation rapide est un instrument légal utilisé pour transférer l'intérêt dans une propriété immobilière. En le signant, je renoncerai formellement à toute réclamation que je pourrais avoir sur la maison sur Island Avenue et sur le terrain sous Otis Soul Kitchen. J'ai posé les papiers et je suis allé à la fenêtre, regardant la ville étendue. Tout faisait sens maintenant. La vente aux investisseurs de Dubaï ou à quiconque Brad essayait d'arnaquer cette semaine avait rencontré un mur. Quand j'ai acheté la dette sur la maison et le restaurant, je ne suis pas seulement devenu la créancière. J'ai créé un nuage sur le titre. Aucune compagnie d'assurance titre en Amérique n'assurerait une vente avec un historique de propriété aussi trouble, surtout avec les privilèges que j'avais placés via ma société holding. Brad ne pouvait pas vendre le terrain parce que techniquement la propriété était contestée. Il avait besoin de ma signature pour dégager le chemin. Il avait besoin que je dise légalement que je n'ai aucun droit sur cette propriété. Et parce qu'il savait que je ne signerais jamais volontairement, il avait fabriqué un crime. Il tenait un pistolet sur ma tête. Signe l'acte. Laissez-nous vendre le terrain et prendre les millions ou nous te traînerons en justice, te marqueront comme une voleuse et te ruineront avec un jugement d'un demi-million de dollars que tu ne peux pas te permettre de payer. C'était un piège. Un piège grossier, brutal et désespéré. Il misait sur l'hypothèse que j'étais fauché. Il pensait que j'étais la même Zara qui avait porté un uniforme de femme de chambre et supplié de dormir au sous-sol. Il pensait que je serais terrifié par un procès. Il pensait que je ne pourrais pas me permettre un avocat, encore moins mener une bataille juridique prolongée contre son cabinet haut de gamme. Il pensait que je plierais. Je suis retourné au comptoir et j'ai repris le procès. J'ai regardé la signature de ma mère au bas de la plainte. Elle était tremblante, hésitante.
Je me demandais si elle savait même ce qu'elle signait ou si Brad lui avait simplement dit que c'était juste un autre papier pour la vente. Peu importait. Elle l'avait signé. Elle avait déclaré la guerre à sa propre fille dans les archives publiques. J'ai senti un étrange calme s'installer sur moi. Pendant des mois, j'avais tiré les ficelles dans l'ombre, les laissant trébucher sur leur propre cupidité. Mais ceci, c'était une invitation à sortir à la lumière. Il voulait une bataille judiciaire. Il voulait parler d'actifs volés et de mauvaise gestion financière devant un juge. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé Davis, mon avocat, immédiatement. D'abord, j'ai appelé mon comptable médico-légal. Sors les dossiers des transactions chez les prêteurs sur gage que nous avons trouvés le mois dernier, ai-je dit, la voix ferme, celle liée au permis de conduire de Brad, et donne-moi les images de sécurité de la maison pour les dates où l'argent a disparu. Je sais que nous les avons sauvegardés sur le serveur cloud. J'ai attendu la confirmation. Compris, a dit le comptable. Autre chose? Oui, ai-je dit. Prépare un dépôt en réponse. Nous ne nous défendons pas seulement contre ce procès. Nous déposons une plainte croisée pour diffamation, fraude et poursuite malveillante. Et je veux assigner les dossiers financiers de Brad, tous, y compris les comptes offshore. J'ai raccroché et regardé l'acte de renonciation rapide une dernière fois. Je l'ai déchiré en deux, le son net et satisfaisant dans l'appartement silencieux. Il voulait que je signe pour abandonner mon héritage afin de sauver ma peau. Ils ne réalisaient pas qu'en me traînant en justice, ils se traînaient eux-mêmes dans l'abattoir. Brad pensait qu'il tendait un piège à une souris. Il n'avait aucune idée qu'il venait de s'enfermer dans une cage avec un lion. J'ai pris un stylo et écrit une note sur l'offre de règlement déchirée, ayant l'intention de la renvoyer à leur avocat. C'était juste 3 mots, à bientôt là-bas. J'ai jeté l'enveloppe dans la poubelle de recyclage. Le jeu du chat et de la souris était terminé. C'était le temps de la salle d'audience. C'était le temps de la vérité. Et j'allais m'assurer que quand le marteau tomberait enfin, il sonnerait comme le couvercle d'un cercueil se refermant sur toute la vie de Brad. J'ai vérifié l'heure. Il était midi. J'avais une réunion du conseil à 14 heures. Je suis allé à mon placard et j'ai écarté les pulls doux et les jeans. J'ai atteint l'arrière, sortant un sac à vêtements que je n'avais pas ouvert depuis mes jours à Wall Street. Je l'ai ouvert pour révéler un tailleur pantalon bleu marine sur mesure, tranchant, intimidant, cher. Je l'ai mis, me regardant dans le miroir en pied. Lazara qui avait pleuré sous la pluie la veille de Noël avait disparu. La femme qui me regardait était prête pour la guerre. Je viens pour toi, maman, ai-je chuchoté au reflet. Et j'apporte les reçus. Le jour du procès, les marches du palais de justice du comté de Fulton ressemblaient moins à une salle de justice et plus au tapis rouge d'une émission de télé-réalité tordue. Je suis arrivé dans un taxi jaune, payant le chauffeur avec un billet de 20 $ frais. Du trottoir, j'ai regardé le spectacle se dérouler. Mama Louise et Bianca étaient arrivées dans une limousine louée. Elles se tenaient près de l'entrée, entourées d'un groupe de journalistes locaux que Brad avait sans doute avertis. Mama Louise était habillée d'un tailleur marine conservateur qui criait « Mère endeuillée ». Elle tenait un mouchoir en dentelle contre ses yeux secs, s'appuyant lourdement sur Bianca pour se soutenir. Bianca, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et une expression sombre, avait l'air de passer une audition pour un rôle dans un drame funéraire. J'entendais des bribes de la voix de ma mère flotter au-dessus du bruit de la circulation matinale. Elle parlait dans un micro tenu par un journaliste de la station de nouvelles locales. « Cela me brise le cœur d'être ici », disait-elle, sa voix tremblant d'une émotion pratiquée. Une mère ne veut jamais punir son enfant. Mais parfois l'amour dur est la seule façon de les sauver. Nous voulons juste que Zara obtienne l'aide dont elle a besoin. Nous voulons qu'elle prenne la responsabilité de son addiction au vol. J'ai ajusté les revers de mon simple tailleur gris et je suis passé devant elle. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé les caméras. J'étais un fantôme dans leur récit, la méchante silencieuse dont ils avaient besoin pour justifier leur cupidité. En montant les marches en pierre, j'ai senti le regard de Bianca brûler dans mon dos. Il pensait que mon silence était de la honte. Il n'avait aucune idée que c'était de la concentration. À l'intérieur de la salle d'audience, il faisait froid et ça sentait le vieux bois et la cire à parquet. J'ai pris place à la table de la défense à côté de Davis. Mon avocat était calme, organisant ses dossiers avec la précision d'un chirurgien se préparant pour une opération. De l'autre côté de l'allée, ma famille était assise comme une royauté. Brad était là,
assis dans la galerie juste derrière Mama Louise, chuchotant à l'oreille de leur avocat, un homme nommé Monsieur Garrison qui portait un costume trop brillant et un sourire trop tranchant. L'huissier a appelé la cour à l'ordre. Le juge Vance est entré. C'était un homme noir plus âgé avec un visage sévère et des yeux qui avaient vu tous les mensonges qu'Atlanta avait à offrir. Il s'est assis, a ajusté sa robe et a regardé le rôle. Demanderesse, vous pouvez appeler votre premier témoin, a dit le juge Vance, sa voix profonde résonnant dans la salle. Monsieur Garrison s'est levé, boutonnant sa veste. Nous appelons Louise Jenkins à la barre. Mama Louise a marché jusqu'au box des témoins. Elle a placé sa main sur la Bible et a juré de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. J'ai regardé sa main. Elle n'a pas tremblé. Elle était si convaincue de sa propre droiture que mentir sur un livre saint ne signifiait rien pour elle. Monsieur Garrison a commencé son interrogatoire doucement, la traitant comme une poupée de porcelaine fragile. Madame Jenkins, pouvez-vous dire à la cour quelle est votre relation avec la défenderesse, votre fille Zara? Mama Louise a reniflé, tamponnant ses yeux. J'ai toujours essayé d'aimer Zara, mais elle a toujours été difficile. Contrairement à sa sœur qui est réussie et motivée, Zara n'a jamais eu aucune ambition. Elle a abandonné l'université. Elle a refusé de trouver un emploi. Pendant des années, je l'ai laissée vivre gratuitement dans ma maison parce que je ne voulais pas qu'elle soit sans abri. Et comment a-t-elle remboursé cette gentillesse, a demandé Garrison en faisant les 100 pas devant le box des jurés. Elle m'a volé, a sangloté Mama Louise. Des petites choses au début. De l'argent dans mon sac. Puis c'était les héritages familiaux, le service à thé en argent que ma grand-mère m'avait donné, les pièces anciennes. J'ai essayé d'ignorer. J'ai prié pour elle. Mais quand elle a commencé à me menacer, quand elle a refusé de quitter la maison pour que nous puissions la vendre et avancer, je n'ai pas eu le choix. Elle m'a regardé directement. Puis ses yeux étaient mouillés, mais derrière les larmes il y avait une dureté qui m'a glacé jusqu'aux os. J'ai peur d'elle, a-t-elle chuchoté théâtralement. Elle est instable. Monsieur Garrison a hoché la tête solennellement. Il s'est tourné vers moi en pointant un doigt. Alors, pour clarifier pour la cour, Madame Jenkins, votre fille Zara Jenkins n'a aucun historique d'emploi au cours des 5 dernières années. Elle n'a payé aucun loyer. Elle n'a contribué à rien aux dépenses du foyer. Rien, a dit Mama Louise en secouant la tête. Elle restait juste assise dans le sous-sol toute la journée. Je ne sais pas ce qu'elle faisait là-bas. Probablement de la drogue. C'est un parasite. Elle m'a vidé émotionnellement et financièrement. Monsieur Garrison s'est tourné vers le juge. Pas d'autres questions, votre honneur. Le juge Vance a regardé Davis. Contre-interrogatoire. Davis s'est levé. Il n'a pas marché vers le box des témoins. Il est resté à notre table en regardant une feuille de papier. Madame Jenkins, a-t-il dit, sa voix douce. Vous prétendez que ma cliente n'a pas d'emploi et n'a pas payé de loyer. Est-ce correct? Oui, a claqué Mama Louise, sa tristesse instantanément remplacée par de la défensive. C'est une clocharde. Tout le monde le sait. Et vous avez déclaré que la raison pour laquelle vous l'avez expulsée la veille de Noël était parce que vous aviez un acheteur pour la maison et que sa présence était une responsabilité. Oui. Les investisseurs de Dubaï voulaient une maison propre. Merci, a dit Davis. Il a levé les yeux, croisant son regard. Madame Jenkins, êtes-vous consciente que le parjure est un crime? Objection, a crié Garrison en se levant d'un bond. L'avocat intimide le témoin. Objection retenue, a dit le juge Vance, bien qu'il observait Mama Louise de près. Surveillez votre ton, maître. Davis n'a pas scié. Il a pris un document. Madame Jenkins, j'essaie juste de comprendre le calendrier. Vous dites que ma cliente a volé de l'argent pour payer son style de vie, pourtant vous prétendez aussi qu'elle vivait dans votre sous-sol et ne sortait jamais nulle part. Si elle n'avait pas d'emploi et pas d'argent, comment a-t-elle payé le taxi pour venir ici aujourd'hui? Comment porte-t-elle un tailleur qui, si je ne me trompe pas, vient de la collection actuelle d'Armani? Mama Louise a ricané. Elle l'a probablement volé aussi. Ou peut-être qu'elle vend son corps. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je vous ai dit qu'elle est malade. La salle d'audience a murmuré. Le juge Vance a frappé son marteau. Davis a continué sans se laisser perturber. Vous semblez très certaine de ses échecs. Dites-moi, Madame Jenkins, si Zara est un tel fardeau,
Pourquoi avez-vous encaissé les chèques qui étaient déposés sur votre compte tous les mois pendant les 5 dernières années d'une entreprise appelée Z Holdings? Mama Louise s'est figée. Quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tous les mois, a dit Davis en tenant un relevé bancaire, 3000 $ étiquetés comme aide au loyer déposés directement sur votre compte chèque personnel. Vous les avez dépensés pour, voyons voir, des traitements de beauté, des courses chez Nordstrom et des paiements de location pour une Mercedes qui, ça venait de Brad. Mama Louise a bafouillé, regardant frénétiquement son beau-fils dans la galerie. Brad disait qu'il gérait les finances. Davis a souri, un sourire froid et prédateur. Nous arriverons à Brad dans un moment, mais pour l'instant je vous pose des questions sur votre fille. Vous l'avez appelée un parasite. Vous l'avez appelée une voleuse. Mais en la regardant assise la calme et posée, cela ne vous frappe-t-il pas comme étrange que la fille instable soit la seule qui n'ait pas élevé la voix aujourd'hui? C'était l'étincelle. Le visage de Mama Louise est devenu d'un rouge violent. Le masque de la mère endeuillée a glissé, révélant la rage narcissique en dessous. Elle a serré la rampe du box des témoins si fort que ses jointures sont devenues blanches. « N'osez pas me juger », a-t-elle crié, sa voix craquant d'hystérie. Vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir un enfant qui est un échec. Regardez-la assise là avec cet air suffisant sur son visage. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement fixé en retour, mon visage un masque de pierre. Elle fait ça malgré moi, a hurlé Mama Louise, sa voix résonnant contre les hauts plafonds. Elle est jalouse de Bianca. Elle est jalouse de Brad. Elle veut nous ruiner parce qu'elle est misérable. Madame Jenkins, veuillez vous contrôler, a averti le juge Vance en se penchant en avant. Je ne le ferai pas, a-t-elle gémi en se levant. Elle est mentalement malade. C'est une honte totale pour cette famille. Elle pourrit dans ce sous-sol depuis des années pendant que nous prenions soin d'elle. Et voilà comment elle nous rembourse. En traînant sa propre mère en justice, elle devrait être dans un asile, pas dans une salle d'audience. Le silence qui a suivi son éclat était lourd. La sténographe de la cour avait arrêté de taper. Les jurés avaient l'air mal à l'aise. Brad avait la tête dans les mains. Je suis resté parfaitement immobile. J'ai regardé le juge. Puis j'ai regardé ma mère, qui haletait, sa poitrine se soulevant et retombant rapidement. Le juge Vance a lentement enlevé ses lunettes. Il a regardé Mama Louise, puis il m'a regardé. Il a regardé le dossier sur son bureau, puis de nouveau moi. Son expression est passée de l'agacement à autre chose. De la confusion puis de la reconnaissance. Il s'est penché en avant, ses yeux se fixant sur M. Garrison, qui avait l'air prêt à ramper sous la table. « Maître » a demandé le juge calmement, sa voix tranchant la tension comme un couteau. « Avez-vous vraiment aucune idée de qui est la défenderesse » M. Garrison a cligné des yeux, confus. « Votre honneur, elle est la fille de la plaignante, une femme sans emploi qui... » Le juge a secoué lentement la tête. Il a regardé Mama Louise, dont le visage commençait à perdre ses couleurs pendant que l'adrénaline retombait et que la peur s'installait. « Attendez. »« Quoi » a chuchoté Mama Louise, sa voix à peine audible. Le juge Vance a pris un magazine qui était sous ses dossiers. C'était le dernier numéro de Fortune. Il l'a levé. Sur la couverture se trouvait une femme en tailleur pantalon bleu marine debout devant la skyline d'Atlanta. Le titre disait « L'architecte silencieuse ». Comment Zara Jenkins a construit un empire immobilier dans l'ombre. Je pense, a dit le juge en laissant tomber le magazine sur son bureau avec un bruit sourd lourd, que vous avez commis une très grave erreur, Madame Jenkins. Vous ne poursuivez pas une squatter. Vous poursuivez la propriétaire de la moitié du centre-ville d'Atlanta. La salle d'audience a explosé. J'ai enfin permis à un petit sourire de se former sur mes lèvres. Le piège s'était refermé. Le silence dans la salle d'audience suivant la question du juge Vance était assez épais pour étouffer. Monsieur Garrison, l'avocat qui avait passé les dernières 24 heures à me peindre comme une échec sans le sou, avait l'air d'avoir avalé un citron. Il a tiré sur son col, la sueur visible sur son front malgré la climatisation agressive. J'objecte à cette ligne de question, votre honneur, a bafouillé Garrison, sa voix perdant son boom théâtral. Le statut d'emploi de la défenderesse est sans rapport avec les accusations de vol. Même une PDG peut voler des cuillères en argent. Le juge Vance n'avait pas l'air impressionné. Il a lentement ouvert un nouveau dossier que mon avocat Davis avait soumis comme preuve ce matin.
Il a ajusté ses lunettes et a regardé les papiers avec la minutie d'un faucon tournant autour de sa proie. C'est entièrement pertinent, maître, a dit le juge, sa voix calme mais dangereuse. Vous demandez à cette cour de croire que mademoiselle Jenkins a volé sa mère par désespoir financier. Vous demandez des dommages punitifs basés sur son incapacité à payer le loyer. Mais je regarde un audit certifié des déclarations d'impôts de la défenderesse pour le dernier exercice fiscal. Le juge a levé les yeux, un petit sourire entendu jouant sur ses lèvres. Monsieur Garrison, êtes-vous absolument certain de votre évaluation du statut financier de la défenderesse? Parce que selon ces documents, mademoiselle Jenkins a payé plus en impôts sur le revenu fédéral l'année dernière que votre cabinet d'avocats entier n'a généré de revenus. Une onde de choc a traversé le box des jurés. Mama Louise a regardé Brad, les yeux écarquillés de confusion. Brad fixait la table, son visage un masque d'horreur naissante. Il savait exactement quel genre d'argent était nécessaire pour payer ce genre d'impôts. Davis s'est levé. Il a boutonné sa veste de costume d'un mouvement vif et décisif. Votre honneur, s'il plaît à la cour, la défense aimerait présenter un support visuel pour clarifier la vraie nature de la relation entre la famille Jenkins et les actifs familiaux. Procédez, a dit le juge en s'adossant à sa chaise. Davis a hoché la tête à l'huissier qui a baissé les lumières. Un écran de projecteur est descendu du plafond. Une diapositive nette en haute définition est apparue. Elle montrait un organigramme complexe d'entreprise. Tout en haut, en lettres bleues grasses, se trouvait le nom Phoenix Capital. Mesdames et messieurs les jurés, a commencé Davis en marchant vers le box des jurés. La plaignante a décrit Zara Jenkins comme une squatter, une habitante de sous-sol, un fardeau. Mais la réalité est tout autre. Zara Jenkins est la fondatrice et actionnaire majoritaire de Phoenix Capital, la plus grande firme de capital risque détenue par une minorité dans le Sud-Est. Il a cliqué sur une télécommande. La diapositive a changé pour un portefeuille d'immeubles, des gratte-ciel à Midtown, des complexes d'appartements à Buckhead, des centres commerciaux à Decatur. Elle ne travaille pas seulement là, a continué Davis. Elle la possède. Elle possède l'immeuble où nous sommes assis en ce moment. Elle possède la banque où Madame Louise Jenkins a son compte chèque. Et le plus important, elle possède la dette dans laquelle cette famille se noie. Mama Louise a laissé échapper un hoquet. Elle s'est levée en faisant tomber son sac à main par terre. C'est un mensonge. Elle travaille dans le sous-sol. Je l'ai vue là-bas. Elle n'a rien. Asseyez-vous, Madame Jenkins, a ordonné le juge sèchement. Davis a ignoré son éclat et a cliqué à nouveau sur la télécommande. L'écran a changé pour un document scanné. C'était un contrat daté de 5 ans. Il portait la signature de mon père, Otis Jenkins. Parlons du vol, a dit Davis, sa voix baissant sur un ton sombre. Vous prétendez que Zara a volé la famille, mais il y a 5 ans, votre défunt mari Otis Jenkins est venu voir sa fille en secret. Il était terrifié. Il avait découvert que sa femme Louise avait vidé les comptes d'exploitation du restaurant pour financer son addiction aux jeux et ses virées shopping de luxe. La salle d'audience a octé. J'ai regardé ma mère. Elle secouait violemment la tête, les mains couvrant sa bouche. Menteur, a-t-elle chuchoté. Otis savait que le restaurant était à quelques jours de la faillite, a dit Davis en pointant l'écran. Il ne pouvait pas faire confiance à sa femme avec l'argent. Alors il a fait la seule chose qu'il pouvait pour sauver son héritage. Il a vendu 49% d'Otis Soul Kitchen à un investisseur silencieux. Cet investisseur était Phoenix Capital. Cet investisseur était Zara Jenkins. J'ai regardé Brad. Il avait pris une teinte grisâtre maladive. Il faisait le calcul. Il réalisait que pendant les 5 dernières années, chaque fois qu'il m'insultait, chaque fois qu'il menaçait de me licencier, il parlait à l'actionnaire majoritaire. Ma cliente a acheté les parts pour $500 000, a dit Davis. Elle a payé les dettes. Elle a gardé les lumières allumées. Elle a payé le personnel. Et elle vous a laissé croire que vous possédiez encore tout parce qu'elle avait promis à son père qu'elle n'humilierait pas sa femme pendant qu'il était vivant. Davis s'est approché de la table de la plaignante et a posé ses mains sur le bois, se penchant près de Mama Louise. Elle n'a pas volé votre argent, Madame Jenkins. Elle a acheté votre survie, et vous l'avez remboursée en la jetant dehors dans la neige. Monsieur Garrison avait l'air de vouloir disparaître. Il a essayé de mélanger ses papiers, cherchant une issue, mais Davis n'avait pas fini. Il y a une dernière affaire, a annoncé Davis en se tournant vers l'écran. L'affaire de la vente,
de l'expulsion. La diapositive a changé à nouveau. Cette fois, elle montrait une chaîne de mai. La ligne d'objet disait « Acquisition de la propriété de Highland Avenue ». Les emails étaient entre Brad et un représentant de Titan Development Group. « Monsieur Brad Wilson ici », a dit Davis en gesticulant vers mon beau-frère, était si impatient de vendre la maison familiale. Il a expulsé Zara pour conclure un accord avec Titan Développement pour 6 millions de dollars. Il pensait qu'il réalisait le vol du siècle. Davis a fait une pause pour les faits. La salle était si silencieuse qu'on pouvait entendre le bourdonnement du ventilateur du projecteur. Mais Brad n'est pas un très bon chercheur. S'il avait regardé au-delà de la société écran, il aurait réalisé quelque chose de très intéressant sur Titan Development Group. Davis a cliqué sur la télécommande une dernière fois. L'écran a montré la structure d'entreprise de Titan Développement. Une ligne rouge la reliait directement à sa société mère, Phoenix Capital. Brad s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière avec un bruit sourd fort. « Non » a-t-il râlé, sa voix semblant étranglée. « C'est impossible. »« C'est très possible, Brad », ai-je pris la parole pour la première fois. Ma voix était calme, portant clairement à travers la salle. « Tu essayais de me vendre ma propre maison. » Davis s'est tourné vers les jurés, écartant largement les mains. La défenderesse, Zara Jenkins, est la PDG de l'entreprise qui achète la maison. Elle est la propriétaire de presque la moitié du restaurant. Elle est celle qui a payé l'hypothèque pendant 5 ans via sa société holding. La plaignante, Louise Jenkins, et son beau-fils Brad ont tenté de vendre des actifs qu'ils ne possèdent pas entièrement à la personne même qu'ils poursuivent pour vol. Davis s'est retourné vers le juge. « Votre honneur, ce n'est pas un procès. C'est une extorsion et franchement c'est l'extorsion la plus incompétente de l'histoire de cette cour. Nous demandons le rejet immédiat de toutes les accusations et nous déposons une plainte croisée pour fraude, diffamation et poursuite malveillante. » Le juge Vance a regardé l'écran. Puis il a regardé Brad qui tremblait maintenant de manière incontrôlable. Il a regardé Mama Louise, qui s'était effondrée dans sa chaise, sanglotant, non pas de chagrin, mais de la réalisation que son oie aux œufs d'or était en réalité un dragon. Le juge a fermé son dossier d'un claquement définitif. « Monsieur Garrison, » a dit le juge, sa voix glaciale. « Je vous suggère de prendre vos clients dans le couloir et de leur expliquer ce que signifie le mot parjure. Et pendant que vous y êtes, expliquez à Monsieur Wilson que tenter de vendre une propriété avec des privilèges non divulgués à une société écran constitue une fraude sur valeur mobilière. » Le juge Vance m'a regardé, ses yeux s'adoucissant d'une fraction. « Mademoiselle Jenkins, je m'excuse que le temps de cette cour ait été gaspillé sur une telle farce. La motion de rejet est accordée, et j'accorde la motion pour la plainte croisée. » Il a frappé son marteau. Le son était comme un coup de feu mettant fin à la dynastie de la famille Jenkins. La cour est ajournée. Pendant que la salle explosait en chaos, les journalistes criant des questions, les jurés chuchotant avec excitation, je me suis levé lentement. J'ai boutonné ma veste. Je n'ai pas regardé le chaos. J'ai regardé directement Brad. Il me fixait, ses yeux remplis d'un mélange de peur et de haine. Il a articulé un mot, « Pourquoi ?» J'ai pris mon sac à main et je me suis approché de la rampe. Je me suis penché près pour qu'il soit le seul à m'entendre par-dessus le bruit. « Parce que tu as cassé mes disques, Brad, » ai-je chuchoté. « Et parce que tu as oublié la première règle des affaires, savoir à qui tu as affaire. » Je me suis retourné et j'ai descendu l'allée, les flashs des caméras m'aveuglant. Mais je n'ai pas cligné des yeux. J'ai passé devant ma mère, qui hurlait dans ses mains, pleurant comment je l'avais trompée. Je ne me suis pas arrêté pour la réconforter. Cette partie de moi était morte dans la neige la veille de Noël. Je suis sorti des portes de la salle d'audience et dans le couloir. L'air avait un goût plus doux. Le poids lourd qui pesait sur ma poitrine depuis des années avait disparu. Mais je n'avais pas fini. Le rejet n'était que la défense. Maintenant c'était le temps de l'offensive. J'ai sorti mon téléphone. J'avais un dernier appel à passer. Le compte aux îles Caïmans. Le dernier clou. J'ai composé le numéro. « Davis », ai-je dit alors qu'il s'approchait à côté de moi, souriant comme un requin. « Oui, patronne. »« Libère le dossier à l'IRS », ai-je dit sans ralentir. « Et appelle l'équipe de saisie au Ritz. Dis-leur qu'ils peuvent procéder à la collecte du collier. Je le veux de retour dans mon coffre pour le dîner. » Davis a ri. « Tu es impitoyable, Zara. » J'ai mis mes lunettes de soleil.
Je ne suis pas impitoyable, Davis. Je fais simplement des affaires, et les affaires marchent bien. Le marteau avait frappé, signalant la fin de la session, mais personne n'a bougé. L'air dans la salle d'audience était si lourd de choc qu'il était difficile de respirer. Je me tenais à la table de la défense, lissant le tissu de mon tailleur, regardant la destruction de ma famille se dérouler au ralenti. C'était un chef-d'œuvre de leur propre fabrication. Brad avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Sa peau, habituellement bronzée par les week-ends de golf qu'il ne pouvait pas se permettre, était maintenant d'un gris translucide maladif. Sa bouche était ouverte, mais aucun son n'en sortait, juste des halètements terrifiés et superficiels. À côté de lui, Bianca était figée, la main à mi-chemin de sa bouche, ses yeux allant entre moi et l'écran qui affichait encore la structure d'entreprise de Phoenix Capital. Elle avait l'air d'une enfant qui venait de réaliser que le monstre sous le lit était réel. Mais c'était Mama Louise qui attirait mon attention. Ses mains, qui serraient son chapelet comme une bouée de sauvetage, sont soudain devenues molles. Les perles ont glissé entre ses doigts et ont heurté le sol en bois avec un son qui résonnait comme des os éparpillés dans la salle silencieuse. Elle tremblait d'un tremblement violent qui commençait dans ses mains et prenait tout son corps. Elle a regardé le juge, puis l'écran, et enfin moi. Ses yeux n'étaient plus remplis de colère. Ils étaient remplis d'une réalisation creuse et terrifiante. Le juge Vance n'avait pas fini. Il avait rejeté l'affaire, mais il n'avait pas rejeté le jugement moral. Il s'est penché sur son banc, joignant les mains, et a fixé ma mère d'un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. « Madame Jenkins », a dit le juge, sa voix baissant à un registre qui vibrait dans la poitrine de tous les présents. « Je suis assis sur ce banc depuis 20 ans. J'ai vu des familles se déchirer pour de l'argent. J'ai vu la cupidité. J'ai vu la trahison. Mais ceci est un genre de tragédie particulier. » Il a pris un dossier sur son bureau. C'était l'historique médical et financier que Davis avait soumis. Vous êtes restée assise là et avez témoigné sous serment que votre fille était un fardeau. Vous l'avez appelée un parasite. Vous avez prétendu qu'elle ne contribuait à rien. Le juge a tourné une page. Le son était net dans le silence. Je regarde les relevés de facturation pour votre chirurgie cardiaque il y a 3 ans. 200 000 $ payés en totalité. Je regarde les factures pour votre remplacement de hanche. 80 000 $ payés en totalité. Je regarde le coût mensuel de vos ordonnances. 2 000 $ payés en totalité. Il a regardé par-dessus ses lunettes vers elle. Pensiez-vous vraiment que Medicare couvrait une chambre privée à l'hôpital Saint-Joseph? Pensiez-vous que le meilleur chirurgien cardiaque d'Atlanta travaillait bénévolement? Non. Quelqu'un a payé ses factures. Et selon ses virements, cette personne n'était pas votre beau-fils. Ce n'était pas le fantôme de votre mari. C'était la femme que vous venez d'essayer d'envoyer en prison. Mama Louise a laissé échapper un sanglot étouffé. Non, a-t-elle chuchoté. Brad disait qu'il s'en occupait. Brad disait qu'il avait une assurance. Le juge a secoué la tête, un regard de pitié profonde et de dégoût sur son visage. Vous poursuivez la main qui vous a nourri, Madame Jenkins. Vous poursuivez la personne qui vous a gardé en vie. Vous avez appelé votre bienfaitrice une honte. Je pense que la seule honte dans cette salle est assise sur le banc de la plaignante. Mama Louise s'est lentement tournée vers Brad. Son visage s'effondrait. Tu m'as menti, a-t-elle râlé. Tu disais que tu payais les factures. Tu disais que tu prenais soin de nous. Brad a enfin trouvé sa voix. Elle était haute et stridente, craquant de panique. Je l'ai fait, je prenais soin de vous. Je gérais les comptes. C'est compliqué, maman. Tu ne comprends pas la haute finance. Elle nous a piégés. Elle a tout monté pour me faire passer pour le méchant. Il s'agitait, cherchant une sortie, cherchant un récit qui le sauverait. Mais j'en avais fini de le laisser parler. J'ai hoché la tête à Davis. Nous ne sommes pas tout à fait finis. Votre honneur, a dit Davis en avançant. Bien que l'affaire civile du procès soit rejetée, la défense a l'obligation de présenter des preuves concernant la plainte croisée pour fraude, spécifiquement concernant les garanties utilisées pour les prêts que M. Wilson a contractés. Davis s'est approché de la table des preuves et a pris une pile de documents scellés dans du plastique. M. Wilson prétend être un génie financier, mais ses méthodes sont quelque peu non conventionnelles, spécifiquement sa tendance à signer des noms qui ne lui appartiennent pas. Davis a remis les documents à l'huissier pour les donner au juge.
Ce sont des demandes de prêt auprès de 3 prêteurs d'argent durs distincts totalisant 400 000 $. La garantie listée est la propriété sur Island Avenue. La signature sur l'acte de fiducie est Louise Jenkins. Mama Louise a octé. Je n'ai jamais signé aucun prêt. Je lui ai dit de ne pas toucher à l'équité de la maison. Exactement, a dit Davis en se tournant vers Brad. Nous avons eu un expert en graphologie analyser ces signatures par rapport à la signature connue de Madame Jenkins provenant du dépôt du procès. Ce sont des faux, et maladroits en plus. Brad a sauté sur ses pieds, renversant sa chaise. C'est un mensonge. Ce sont des documents légitimes, elle m'a donné une permission verbale. Une permission verbale ne signe pas un document légal, Brad, ai-je dit depuis mon siège, ma voix tranchant sa panique. Mais ce n'est même pas le pire. Je me suis levé et je me suis approché du bord du séparateur. Tu m'as poursuivi pour avoir volé le service à thé en argent. Tu m'as poursuivi pour avoir volé les pièces anciennes. Tu voulais 500 000 $ pour les objets manquants. J'ai sorti une épaisse enveloppe de mon sac à main et l'ai jetée sur la table devant lui. Elle a atterri avec un bruit sourd-lourd. Ce sont les reçus des prêteurs sur gage, Brad. Daté d'il y a 6 mois, signé par toi. Avec une copie de ton permis de conduire attaché à chaque transaction. Tu as volé l'argent. Tu as volé les pièces. Tu as volé la montre de papa. Et puis tu m'as poursuivi pour ça parce que tu avais besoin de quelqu'un à blâmer quand maman a commencé à demander où étaient ses affaires. La salle d'audience a explosé. Ce n'était plus juste un différend civil. C'était une scène de crime. Brad a regardé l'enveloppe. Il a regardé le juge. Il a regardé la sortie. Il a fait un pas vers l'allée. Huissier, a aboyé le juge Vance, sa voix comme un coup de fouet. Détenez Monsieur Wilson. 2 grands agents qui se tenaient près du mur se sont déplacés instantanément. Ils ont intercepté Brad avant qu'il puisse faire 3 pas. Enlevez vos mains de moi, a crié Brad en se débattant pendant qu'il saisissait ses bras. Savez-vous qui je suis? Je suis un homme d'affaires. C'est un malentendu. Bianca, dis-leur. Dis-leur que je ne l'ai pas fait. Bianca sanglotait maintenant, se serrant dans ses bras, s'éloignant de son mari comme s'il était radioactif. Elle n'a pas dit un mot. Elle a simplement regardé pendant que les agents le faisaient tourner et le plaquaient contre le mur. Le son des menottes se refermant était la musique la plus douce que j'ai jamais entendue. Clic, clic, clic. Monsieur Bradley Wilson, a dit un des agents en récitant les mots que j'avais attendus pendant des mois. Vous êtes en état d'arrestation pour falsification, fraude électronique et vol qualifié. Vous avez le droit de garder le silence. Non, a hurlé Brad pendant qu'il le traînait vers la porte latérale menant aux cellules de détention. Maman, Bianca, faites quelque chose. Zara. Zara, s'il te plaît, dis-leur d'arrêter. Nous sommes une famille. Je l'ai regardé partir. J'ai regardé l'homme qui avait enfoncé ma tête dans un évier plein d'eau. L'homme qui avait ri pendant que je me tenais sous la pluie glacée être traîné comme le criminel ordinaire qu'il était. Quand la porte s'est refermée derrière lui, le silence est revenu dans la salle. Mais il était différent maintenant. C'était le silence d'un cratère après que la bombe ait explosé. Mama Louise était affaissée sur la table, pleurant ouvertement. Bianca fixait l'espace vide où son mari avait été, sa vie parfaite se défilant fil par fil. Le juge Vance les a regardés, puis moi. Mademoiselle Jenkins, a-t-il dit doucement. Je transmets ces dossiers de preuve au bureau du procureur. J'assume que vous serez disponible pour témoigner. Je serai là, votre honneur, ai-je dit. Le juge a hoché la tête. Puis il a regardé ma mère une dernière fois. Que Dieu ait pitié de vous, Madame Jenkins, parce que votre fille n'y est certainement pas obligée. Il s'est levé et a quitté le banc. J'ai rassemblé mes dossiers. Davis m'a fait un petit signe de tête respectueux et s'est reculé pour me donner de l'espace. Je me suis tourné pour partir. Zara. La voix était faible, brisée. C'était ma mère. Elle avait levé la tête. Son mascara coulait sur son visage entraîné noir. Elle avait l'air 20 ans plus vieille que ce matin. Zara, attends. Elle a sangloté en tendant une main tremblante vers moi. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Il m'a trompé. Il nous a tous trompés. Je me suis arrêté. Je n'ai pas tourné complètement mon corps, juste la tête. J'ai regardé sa main tendue.
La même main qui m'avait giflé. La même main qui avait jeté ma valise dans la neige fondue. S'il te plaît, bébé, a-t-elle supplié en voyant que je m'arrêtais. Nous sommes victimes ici aussi. Il m'a volé. Il nous a ruinés. Tu dois nous aider. Tu es la PDG. Tu as de l'argent. Tu peux arranger ça. Nous pouvons recommencer. Je te ferai ton dîner préféré. Nous pouvons redevenir une famille. Bianca a aussi levé les yeux. L'espoir vacillait dans ses yeux remplis de larmes. Ouais, Zara. Il est parti maintenant. Ce n'est plus que nous les filles. Nous avons besoin de toi. J'ai regardé les deux. Vraiment regardé. Elle ne me voulait pas. Elle voulait la PDG. Elle voulait le chéquier. Elle voulait que Phoenix Capital intervienne et paie l'hypothèque et cache la honte. Elles n'étaient pas désolées de m'avoir fait du mal. Elles étaient désolées d'avoir perdu. Je me suis tourné complètement pour leur faire face. J'ai fait un pas plus près. Les yeux de Mama Louise se sont illuminés. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que l'ancienne Zara, la Zara désespérée d'amour revenait. Tu as raison, maman, ai-je dit, ma voix calme et conversationnelle. Je peux arranger ça. J'ai l'argent. Je possède la banque. Je possède la maison. Je pourrais écrire un chèque tout de suite qui ferait disparaître tout ça. Oui. Oui. Mama Louise a crié en hochant la tête avec empressement. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour toi, Zara. J'ai souri. C'était un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Mais je ne le ferai pas, l'espoir a disparu de leur visage, instantanément remplacé par le choc. Quoi, a chuchoté Mama Louise. J'ai dit que je ne le ferai pas, ai-je répété. Vous m'avez expulsé la veille de Noël parce que j'étais une responsabilité. Vous avez dit que vous vouliez profiter de votre vieillesse sans mon énergie négative. Eh bien, maman, je vous donne exactement ce que vous vouliez. J'enlève complètement ma présence de votre vie. Mais nous allons perdre la maison, a crié Bianca. La banque va tout prendre. En fait, ai-je dit en consultant ma montre, la banque a déjà tout pris. J'ai saisi la propriété il y a 10 minutes. Mon équipe de sécurité change les serrures en ce moment même. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Mama Louise. C'est ma maison. C'était ta maison, les jeux corrigés. Maintenant c'est un actif dans mon portefeuille. Et contrairement à toi, je ne laisse pas la sentimentalité se mettre en travers des affaires. Je me suis retourné et j'ai commencé à descendre l'allée. Zara, tu ne peux pas nous laisser ici. Mama Louise a gémi, sa voix résonnant contre les murs. Je suis ta mère. J'ai poussé les lourdes portes en bois de la salle d'audience. Le couloir était lumineux et plein de monde, mais je me sentais plus légère que l'air. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je me sentais purifié. Je suis sorti du palais de justice et dans le soleil brillant d'Atlanta. Un SUV noir s'est arrêté au trottoir. Le chauffeur a ouvert la porte. Où allons-nous, mademoiselle Jenkins? A-t-il demandé. Emmenez-moi au restaurant, ai-je dit en glissant sur le siège en cuir. J'ai une grande réouverture à planifier, et j'ai besoin d'embaucher un nouveau manager. Je pense que mademoiselle Etta mérite une promotion. Pendant que la voiture s'éloignait, j'ai regardé le palais de justice reculer dans le rétroviseur. J'ai vu Mama Louise et Bianca sortir en trébuchant par les portes avant, ayant l'air petites et perdues dans la grande ville. Elles savaient l'une l'autre et rien d'autre. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Les lourdes portes en bois du palais de justice se sont refermées derrière moi, assourdissant le chaos de la salle d'audience, mais le silence n'a pas duré longtemps. En quelques secondes, les portes ont éclaté à nouveau. Le son de talons au frénétique cliquant contre le trottoir a résonné dans l'air humide d'Atlanta. Zara. Zara. Attends. C'était Mama Louise. Elle courait, trébuchant légèrement dans ses chaussures de designer. Son chapeau de travers, son visage un masque de panique désespérée. Bianca était juste derrière elle, ayant l'air pâle et petite, dépouillée de l'arrogance qui avait défini sa vie entière. Je me suis arrêté près du trottoir où mon chauffeur attendait. Je ne me suis pas retourné immédiatement. J'ai pris un moment pour respirer l'air de la ville. Il sentait l'échappement et les magnolias en fleurs, mais pour moi il sentait la victoire. J'ai lentement mis mes lunettes de soleil, protégeant mes yeux de l'éclat,
et je me suis tourné pour leur faire face une dernière fois. Mama Louise m'a rattrapé, saisissant mon bras avec une prise qui était censée être affectueuse mais ressemblait plus à une griffe. « Zara, bébé, s'il te plaît. » Elle haletait, des larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage coûteux. « Tu ne peux pas simplement partir comme ça. Nous devons parler. Nous sommes une famille. » J'ai regardé sa main sur ma manche. Je ne l'ai pas secouée. J'ai simplement regardé jusqu'à ce qu'elle devienne mal à l'aise et lâche. « Il n'y a rien à dire, maman, » ai-je dit, ma voix égale et froide. Le juge a dit tout ce qui devait être dit. « N'écoute pas ce juge, » a-t-elle crié en tordant ses mains. « Il ne nous connaît pas. Il ne sait pas combien je t'aime. » C'était Brad. C'était tout Brad. Il a tordu mon esprit. Zara, il m'a fait croire des choses terribles. Je suis une vieille femme. J'étais vulnérable. Il a profité de moi. Tu ne peux pas blâmer ta mère d'avoir été trompée par un escroc. Bianca a fait un pas en avant, hochant vigoureusement la tête. Sa voix tremblait. Elle a raison, Zara. Brad est un monstre. Je le vois maintenant. Je vais divorcer. Je promets que ce ne sera plus que nous les filles comme avant. Nous pouvons être une équipe. Toi, moi et maman. Nous pouvons gérer le restaurant ensemble. Nous pouvons être heureuses. J'ai regardé Bianca un moment. Je me souvenais de la petite sœur pour qui je tressais les cheveux. Mais ensuite je me suis souvenu de la femme qui m'avait giflé. Je me suis souvenu de la femme qui avait ri pendant que je me noyais dans l'évier de la cuisine. Nous n'avons jamais été une équipe, Bianca, ai-je dit doucement. Vous étiez une clique, et j'étais le sac de frappe que vous utilisiez pour vous sentir mieux. Mais c'est du passé. Mama Louise a supplié en tendant la main à nouveau. Nous pouvons recommencer. Regarde-toi. Tu es tellement réussie. Tu es puissante. Tu peux nous sauver, Zara. Je sais que tu as un bon cœur. Tu as payé ma chirurgie. Tu as payé la maison. Tu as toujours pris soin de nous-mêmes quand nous ne le méritions pas. Ne t'arrête pas maintenant, s'il te plaît. Je suis ta mère. Je suis vieille. Où irai-je? Elle jouait sa dernière carte, la carte de la culpabilité, la carte qui avait fonctionné sur moi pendant 32 ans. Elle misait sur le fait que j'étais encore la petite fille désespérée qui cherchait son approbation. Elle pensait que si elle suppliait assez fort, si elle me rappelait sa fragilité, j'ouvrirais mon chéquier et j'achèterais leur amour une fois de plus. J'ai fait un pas plus près d'elle. J'ai baissé mes lunettes de soleil juste assez pour qu'elle puisse regarder dans mes yeux. Il n'y avait pas de colère là, pas de feu, juste un océan gelé d'indifférence. Tu sais, maman, ai-je dit, ma voix conversationnelle comme si nous discutions de la météo. Tu as dit quelque chose dans la salle d'audience qui m'est vraiment resté. Tu as crié que j'étais mentalement malade. Mama Louise a tressailli. Je ne le pensais pas. J'étais bouleversé. Non, tu avais raison, les jeux interrompus. Je pense que je suis malade. J'ai fait une pause, les laissant penser pendant une seconde que je craquais, que j'admettais la défaite. Je suis allé chez un médecin récemment, ai-je continué, un petit sourire froid jouant sur mes lèvres, et il m'a donné un diagnostic très spécifique. Il m'a dit que j'avais développé une allergie sévère et potentiellement mortelle. Une allergie, a demandé Bianca, confuse. À quoi? Aux hypocrites, ai-je dit, le sourire disparaissant instantanément. J'ai redressé le dos, les dominant dans mes talons. Tu ne voulais pas une fille, Louise. Tu voulais une servante. Tu ne voulais pas une sœur, Bianca. Tu voulais un bouc émissaire. Vous étiez heureuse de me regarder pourrir dans un sous-sol tant que je payais les factures. Vous étiez heureuse de me jeter dehors dans la neige tant que vous obteniez vos millions. La seule raison pour laquelle vous êtes ici à pleurer en ce moment est parce que le chèque a rebondi. Zara. Non, a chuchoté Mama Louise. Je ne suis pas votre sauveuse, ai-je dit en me tournant vers la porte de la voiture que le chauffeur tenait ouverte pour moi. Et je ne suis certainement pas votre plan de retraite. Vous avez votre santé. Vous avez l'une l'autre. Et vous avez les conséquences de vos propres actions. Je vous suggère de vous y habituer. Je me suis glissé sur le siège arrière du SUV noir. Le cuir était frais et réconfortant. Zara, ne fais pas ça. Mama Louise a hurlé en se jetant vers la voiture. Le chauffeur,
un grand homme nommé Marcus qui était avec moi depuis 2 ans, s'est placé devant elle. Il ne l'a pas touché. Il est juste resté là, un mur solide de muscles. Reculez, madame, a dit Marcus, sa voix basse et ferme. J'ai appuyé sur le bouton de la porte, la vitre teintée s'est élevée lentement, effaçant l'image de ma mère et de ma sœur debout sur le trottoir. La dernière chose que j'ai vue était Mama Louise s'effondrant dans les bras de Bianca, hurlant non pas pour sa fille perdue, mais pour son style de vie perdu. Roule, Marcus, ai-je dit. La voiture s'est éloignée dans la circulation. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris une profonde respiration, remplissant mes poumons avec l'air conditionné qui sentait la liberté. J'ai sorti mon téléphone et bloqué 2 numéros. Puis je les ai supprimés. C'était fait. Transition vers le présent. La caméra se déplace en douceur à travers le salon élégant où l'histoire a commencé. L'éclairage est chaleureux maintenant, le soleil de l'heure dorée entrant par les fenêtres du sol au plafond, projetant de longues ombres paisibles à travers la pièce. Nous voyons Zara assise sur le canapé exactement là où elle était au début. Elle a l'air détendue. La tension qui serrait ses épaules a disparu. Elle tient un verre de vin rouge vintage, le faisant doucement tourner. Sur la table devant elle, le cadre photo qui était face contre terre est maintenant debout. La caméra zoom. C'est une photo d'une Zara plus jeune et de son père, Otis, debout devant la Soul Kitchen originale. Ils rient tous les deux, couverts de farine, ayant l'air vraiment heureux. C'était il y a 2 ans, dis-je, ma voix plus douce maintenant, intime, parlant directement à vous. Les gens me demandent ce qui leur est arrivé. Eh bien, Brad purge actuellement une peine de 5 ans pour fraude électronique et falsification. Bianca a divorcé de lui, bien sûr. La dernière fois que j'ai entendu, elle travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire en banlieue, vivant dans un appartement d'une chambre avec notre mère. Je prends une gorgée de vin. Je ne rends pas visite. Je n'envoie pas de carte et je ne prends pas de nouvelles d'elle. Certaines personnes pourraient appeler cela froid. Elles pourraient dire que l'on devrait pardonner à la famille quoi qu'il arrive. Mais j'ai appris que pardonner ne signifie pas donner accès. On peut pardonner à quelqu'un de vous avoir coupé, mais on est un idiot si on lui tend à nouveau le couteau. La caméra recule légèrement, montrant l'étendue de la vie de Zara, l'art sur les murs, le luxe discret, mais surtout la solitude qui ressemble à la paix, pas à la solitude. J'ai gardé le restaurant. Otis Soul Kitchen prospère. Nous avons ouvert 3 nouveaux emplacements cette année, mais l'endroit original, je n'ai rien changé. Les disques vinyles sont de retour sur les étagères. Le menu est exactement comme papa l'avait écrit. Et chaque dimanche, nous nourrissons encore les anciens gratuitement. Je me lève et vais à la fenêtre, regardant les lumières de la ville commencer à scintiller au crépuscule. Ils ont essayé de m'enterrer. Ils ne savaient pas que j'étais une graine. Ils ont essayé de me briser. Ils ne savaient pas que j'étais forgé dans le feu. Ils ont tout perdu, leur maison, leur réputation, leur fausse fierté. Mais la plus grande chose qu'ils ont perdue était la seule personne qui les aimait vraiment pour ce qu'ils étaient, pas pour ce qu'ils avaient. Je me suis retourné vers la caméra, un petit sourire mystérieux jouant sur mes lèvres. Quant à moi, j'ai la seule chose que l'argent ne pouvait pas leur acheter. J'ai la paix. Je dors profondément la nuit. Je vais à la table à manger. Elle est dressée pour une personne, mais elle est dressée magnifiquement. Au centre de la table se trouve un simple bol blanc fumant chaud. Et ce soir je ne mange pas de steak. Je ne mange pas de caviar. Je célèbre l'anniversaire de ma liberté avec le seul repas qui compte. Je prends la cuillère et la plonge dans le bol. La soupe de légumes de papa. La même soupe dont ils se sont moqués quand je la mangeais. La même soupe qu'ils appelaient des ordures. Elle a le goût de l'amour. Elle a le goût de la victoire. Je lève mon verre de vin vers la caméra. À ceux d'entre vous qui regardent et qui se sentent comme le mouton noir, à ceux d'entre vous qui se cachent dans le sous-sol, à ceux d'entre vous à qui l'on dit que vous n'êtes pas assez, je me penche plus près. Construisez votre empire dans le noir. Et quand le moment viendra, ne vous contentez pas de partir. Partez en voiture dans la voiture que vous avez achetée avec l'argent qu'ils ne savaient pas que vous aviez. La leçon la plus puissante du voyage de Zara est que votre valeur n'est jamais définie par ceux qui refusent de la voir. Quand la famille devient votre plus grand harceleur, partir est un acte de survie, pas de faiblesse. Zara a prouvé que le vrai pouvoir n'a pas besoin de rugir. Il se construit tranquillement dans l'ombre. Pendant qu'il se concentrait sur le maintien d'une image,
Elle se concentrait sur la construction d'un empire. La vengeance ultime n'était pas la saisie ou le procès. C'était la paix inébranlable qu'elle a trouvée de l'autre côté de leur rejet. Si vous avez déjà dû construire votre propre paix dans le noir, appuyez sur s'abonner et partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.